Vous avez donc compris que nous avions un petit problème. Donc je vous résume les 7 cours précédents. Qui connaît l'histoire de Faust dans cette salle? Ah, c'est pas très nombreux aussi. Non, relevez bien la main, que je vois. Bon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Faust, c'est un homme qui vend son âme au diable en échange d'un instant de félicité sur terre, d'accord, d'être sûr qu'il aura l'amour de la femme dont il était pris. Voilà, donc les 7 premiers épisodes de ce cours, c'est la partie sympathique de l'histoire de Faust, c'est-à-dire qu'on profite de ce qui se passe sur terre. Le 8e cours, donc celui d'aujourd'hui, va s'attaquer à, une fois qu'on est en face du sujet, comment est-ce qu'on peut l'aborder. Donc là, je vais un tout petit peu vous parler de mon métier, quelque part, qui est n'importe quelle entité économique face au sujet que j'ai évoqué. Comment est-ce qu'on s'empare du problème, par quel bout on le prend, comment est-ce qu'on l'aborde. Et je vais, voilà, donc ça va être les, on va dire, quelques éléments de base sur le sujet. Alors, je vais un tout petit peu revenir à cet homme-là dont je vous avais déjà parlé, parce que à partir du moment, dans votre vie professionnelle, l'indicateur que vous allez manipuler le plus souvent, ça va s'appeler des euros. Je vous le rappelle. Vous allez, pour un certain nombre d'entre vous, rentrer dans une entreprise. Une entreprise est une entité économique. Elle se définit même dans le Code civil comme une entité dont le but est de faire du profit, comme ça que c'est défini dans le Code civil. D'autres vont rentrer dans une administration. Même dans une administration, vous aurez des gens qui vont s'occuper du budget. Donc on va quand même s'occuper de parler argent un petit peu. Même certains d'entre vous qui vont rentrer dans une association, c'est un endroit où on va vous parler argent. Donc l'indicateur transversal que vous allez le plus manipuler dans votre vie professionnelle, c'est les sous. Je vous rappelle donc que l'argent ne prend pas en compte, par construction, les éléments qu'on a vus pendant les 7 premiers cours. Donc pendant les 7 premiers cours, je vous ai parlé de la dépendance de nos activités productives à l'énergie, je vous ai parlé du changement climatique. Rien de tout ça ne se trouve dans les grandeurs économiques que vous allez manipuler, qui s'appellent l'argent. C'est, soit dit en passant, bien pour cette raison qu'on a aujourd'hui un conflit d'objectifs quand on essaye de marier à la fois quelque chose qui marche bien du côté argent et quelque chose qui marche bien du côté, entre guillemets, je m'accommode de limites sur l'énergie et le climat. C'est bien à cause de ça qu'on a un problème, c'est parce qu'on a des conflits d'objectifs. Donc ce que dit M. Say et ce que dit l'économie classique, c'est que cette chose-là, c'est-à-dire la seule station spatiale que nous connaissons et qui peut héberger quelques milliards d'individus, c'est gratuit. Alors, est-ce que c'est vraiment gratuit? Donc ça, je vous le rappelle, il faut 14 milliards d'années depuis le Big Bang pour faire ça. 2 générations d'étoiles, etc. Je ne vous refais pas le topo. Donc la question, c'est est-ce que c'est vraiment gratuit? Alors, pour comprendre à quel point tout ça relève de la convention, je vous propose un petit exercice sur la maison du salarié français le plus irradié de France. Enfin, le salarié le plus irradié de France. Vous vous rappelez que Thomas Pesquet est le salarié le plus irradié de France, 180 millisieverts pendant son voyage, et en plus il veut y retourner, il doit vraiment être fou. Ici, donc, vous avez la Station Spatiale Internationale, qui est une grosse boîte de conserve qui est capable d'héberger 6 personnes à temps plein. D'accord ? Ça vaut 100 milliards de dollars. Dit autrement, le programme qui a permis de construire la Station Spatiale Internationale vaut 100 milliards de dollars. Alors, à 100 milliards de dollars, vous construisez dans l'espace un réceptacle qui est capable d'héberger 6 personnes, c'est-à-dire qu'à 6 personnes, ça fournit une protection contre le vide intersidéral, il y a une pression d'une atmosphère, une protection contre le froid du vide intersidéral, parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas très très chaud dans le vide intersidéral, il fait de l'ordre de quelques degrés Kelvin, c'est pas terrible. Vous avez remarqué peut-être qu'aujourd'hui on s'en accommoderait. Mais ça vous fournit un cycle de l'eau élémentaire, donc vous buvez ce que vous arrivez à récupérer dans vos urines, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même de temps en temps acheminer un peu d'eau par vaisseau cargo.
Et puis, c'est à peu près tout. Si vous avez aussi le droit d'appeler Houston pour dire que la planète, c'est beau vu d'en haut. Mais c'est à peu près tout ce que vous avez le droit d'avoir pour 100 milliards de dollars et 6 personnes. D'accord ? Il n'y a pas de quoi faire pousser la moindre carotte. Il n'y a pas la moindre vague pour aller surfer sur l'océan. Vous n'avez pas le moindre code génétique de quelque espèce que ce soit. Vous n'avez pas de poisson à pêcher. Et vous n'avez pas... enfin voilà, donc vous n'avez rien. Vous n'avez pas de sable, pas de mine, pas de minerais, pas de gisement de pétrole, rien. D'accord ? Donc pour 100 milliards de dollars pour 6 personnes, c'est-à-dire 15 milliards de dollars par personne, vous avez juste 3 fonctions que la nature nous fournit gratuitement sur Terre, qui sont une pression à 1 atmosphère au sol, une température raisonnablement clémente au sol, et un cycle de l'eau qui nous amène naturellement l'eau au sol. D'accord ? Donc ces 3 trucs-là, vous allez dans l'espace, il faut 15 milliards de dollars par personne pour les reconstituer. Donc question, à votre avis, combien vaut la planète ? Je vous dis au moins 15 milliards de dollars par personne, puisque la planète nous assure au moins les 3 fonctions que je viens d'évoquer. D'accord ? D'atmosphère respirable, d'atmosphère, etc. Donc, on va faire un petit exercice comptable un peu rigolo. Donc, la planète vaut au moins 15 milliards de dollars par personne. Ce qu'on peut regarder aujourd'hui quand on regarde le rythme de consommation de la planète, donc je prends tous les stocks non renouvelables qui sont situés sur la planète, les stocks de pétrole, les stocks de cuivre, les stocks de bauxite, les stocks d'argent, les stocks d'or, les stocks, etc. Donc tous les minerais que je trouve dans la Terre, et je regarde à quel rythme on les exploite. Et ce que je dis, c'est actuellement, les stocks initiaux, on les diminue, on les exploite, donc on détruit le stock initial en l'exploitant, à hauteur de au moins 1 pour 1000 par an, et en fait, si je prends le pétrole, c'est même plus que ça. De même, quand je regarde le stock de poissons qu'on avait dans l'Atlantique Nord en 1900 et que je le compare au stock de poissons qu'on a dans l'Atlantique Nord aujourd'hui, je constate qu'il a en gros, pour les espèces commerciales, été divisé par 10, etc. Donc, donc vous voyez, une division par 10 en un siècle, en fait, c'est beaucoup plus de 1% par an. Donc vous avez un rythme d'exploitation. Alors moi, je vais être sympa, je vais me contenter de 1 pour 1000. Donc je vais dire aujourd'hui, ce capital naturel que nous avons à notre disposition, je l'entame, je le consomme, donc je le détruis, à hauteur d'environ 1 pour 1000 par an, sinon plus. Donc 1 pour 1000 par an, ça veut dire que j'ai 15 millions de charges, puisque je consomme, je détruis 1 pour 1000 d'un truc qui vaut au moins 15 milliards. Donc j'ai 15 millions de charges par personne sur Terre et par an. D'accord ? Vous suivez le raisonnement ? J'ai un héritage initial qui vaut 15 milliards par personne et je détruis 1 pour 1000 de cet héritage tous les ans. Donc cette destruction me coûte 15 millions par an. En face de ça, j'ai une production économique comptée au sens du PIB qui, elle, vaut à peu près 15 000 dollars par personne et par an. Donc c'est dans le petit schéma que je vous avais montré au cours du premier cours, c'est le côté plus de ce que je crée chaque année, des voitures, des immeubles, etc. Donc aujourd'hui, avec ce petit parallèle tout bête que je viens de vous montrer, vous vous rendez compte que la vitesse à laquelle on détruit le capital naturel, avec une convention pas plus idiote qu'autre chose, puisque je dis que ce capital naturel vaut au moins ce que valent les 3 premières fonctions essentielles dans la Station spatiale internationale, je détruis le capital naturel 1000 fois plus vite que je ne produis des objets qui ont de la valeur pour les hommes, avec une convention pas plus idiote qu'autre chose. Donc ce que je viens de vous montrer là, c'est que le fait de ne pas avoir mis les ressources naturelles dans les prix montre que les prix ne nous aident en rien, mais j'insiste, en rien, à gérer les problèmes que j'ai évoqués pendant les 7 premiers cours de cette série. Donc à aucun moment, en regardant les prix, je n'aurai de moi-même la solution à décarboner le monde. Ça ne peut pas marcher simplement en regardant les prix. Je vais encore le dire autrement, dans cette animation que je vous avais passée au premier cours, je vous avais dit ce qu'on compte aujourd'hui, c'est le flux annuel de transformation. Je vous rappelle que le PIB est un flux annuel de transformation. C'est je prends des ressources et je les transforme en produits manufacturés. Alors qu'il faudrait, si on voulait être pertinent au regard des limites physiques, passer à une comptabilité de stock, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je détruis quelque chose à gauche, j'inscris moins dans une colonne. En même temps que quand je crée quelque chose à droite, j'inscris plus dans une colonne. Le fait que le PIB soit une unité de flux et pas une unité de stock signifie notamment qu'au moment où le PIB commence à faiblir, vous voyez, au moment où ce flux-là
j'arrive à retrouver ma souris, au moment où ce flux-là commence à se tarir, parce que ici, les stocks sont devenus grossièrement insuffisants, à ce moment, je suis beaucoup trop avancé dans la dégradation du patrimoine de départ pour espérer le remettre en état. C'est clair ou pas? Hein? Dit autrement, quand le flux annuel de transformation va commencer à battre de l'aile parce qu'on aura trop entamé les stocks dont il se nourrit, et qui par ailleurs sont gratuits, à ce moment-là, on est trop avancé dans la dégradation du système pour espérer le remettre en état. C'est ce que, dans cet excellent ouvrage que je vous conseille de lire, qui s'appelle The Limits to Growth, qui a été écrit en 1972 par une bande de physiciens du MIT, dont un certain Dennis Meadows, ils avaient dit que la croissance, le Meadows avait expliqué que la poursuite de la croissance perpétuelle, c'est-à-dire la poursuite de l'augmentation perpétuelle de ce flux, nous amènerait, selon toute vraisemblance, dans un système qui est, enfin dans une fin qui s'appelle overshoot and collapse, c'est-à-dire que vous franchissez les limites et après le truc s'effondre, parce que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, l'indicateur monétaire est un indicateur qui ne porte en lui-même aucune information sur les limites à laquelle, enfin la distance pardon, à laquelle on se trouve de la limite physique. Ça ne vous donne aucune indication pertinente de ce point de vue. Ce qui veut dire que si on veut traiter la limite, il faut la traiter en tant que telle, avec sa comptabilité à elle. Ça ne se recoupe pas avec la comptabilité monétaire. Dit autrement, je vais encore vous le dire autrement, si on regarde la formation des prix, donc on n'a que les facteurs humains dedans, et ce que je vous dis, moi, c'est que en fait, il faut inclure dans la formation des prix quelque chose qui est de l'ordre de la ressource naturelle. Alors, je peux modifier la convention comptable, je pourrais modifier la convention comptable, ça serait une première option. Donc la première option serait de dire, très bien, je vais inclure ce qu'on appelle une dotation aux amortissements. Donc en comptabilité, une dotation aux amortissements, c'est quelque chose que vous faites quand vous consommez une partie d'un stock. D'accord ? Votre stock valait 1000, vous prenez 10 dedans, il ne reste plus que 990 et vous passez une dotation aux amortissements qui est une charge sur l'exercice de l'année où vous avez diminué votre stock. On fait également ça avec les immobilisations. Quand j'achète cette table, c'est ce qui s'appelle une immobilisation, c'est un élément de capital. Et puis, donc, je vais la mettre en comptabilité dans mes actifs, dans les trucs qui valent quelque chose d'une année sur l'autre. Et chaque année, je vais enlever un petit morceau. Ça s'appelle une dotation aux amortissements. Je vais considérer que ça vaut de moins en moins cher. Et le petit morceau que j'enlève, je le mets dans les charges. Donc là, on pourrait passer une dotation aux amortissements, ce qui concerne la consommation de ressources non renouvelables. Et pour les risques qui sont différés dans le temps, ce qui est très exactement le cas en ce qui concerne le changement climatique, puisque vous vous rappelez qu'une bonne partie des conséquences du changement climatique sont différées dans le temps. Si je prends un exemple très concret qui est la température qu'il fait aujourd'hui, et plus encore la température qu'il fera demain et après-demain, eh bien, ce sont des conséquences de ce que ma génération a fait jusqu'en, nous sommes en 2019, donc jusqu'en 1999. Alors je caricature un peu, 20 ans, je les ai pris de manière exacte. Donc là, nous sommes en train de voir les conséquences de ce que ma génération a fait jusqu'en 2000. Voilà. Ce que nous avons fait depuis 2000 n'a pas d'influence sur ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est simplement l'inertie du système qui nous a amenés là où nous sommes. Et donc les émissions que nous avons faites entre 2000 et 2019 et 2020 préparent des canicules plus importantes que nous aurons de toute façon en 2040. Même si demain matin, on baisse les émissions. Voilà, pas une très bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on sait, juste je finis, à partir du moment où on sait qu'on va avoir des conséquences futures qui sont les résultats de nos actions passées, en comptabilité, il y a quelque chose qui correspond à ce type de situation qui s'appelle une provision pour risque. Alors, le cas typique, c'est on vous fait un procès, il y a un risque que vous perdiez, eh bien, au moment où le procès démarre, vous inscrivez dans vos comptes une provision pour risque, qui est une charge, et qui correspond à l'espérance mathématique de perte que vous avez si vous savez faire les calculs. Et en général, vous ne savez pas parce qu'il y a un petit côté loto dans les procès. Mais la logique, c'est l'espérance mathématique de ce que vous risquez de perdre, et vous collez ça dans vos comptes. D'accord ? Donc, en ce qui concerne le couple énergie-climat, pour le moment, donc une première option pourrait être de corriger les comptes avec quelque chose qui est de l'ordre de la dotation aux amortissements et quelque chose qui est de l'ordre de la provision pour risque. Alors, il y avait deux questions. Oui. Quand vous dites que les flux économiques ne reflètent pas la distance limite, oui. Et d'un autre côté, le coût du travail humain reflète la distance à ligne, c'est-à-dire que si le stock diminue, ça devient plus difficile d'accéder au stock. C'est pas que... Non, il n'y a pas que ça. Parce que
Je vous ai montré au cours du deuxième cours sur les combustibles fossiles qu'il n'y avait pas de lien pour le pétrole entre la quantité disponible sur le marché et son prix. Donc en fait, quand l'énergie ou une ressource se raréfie, ce n'est pas au travers des variations de prix, donc de la quantité de travail humain, puisque le prix c'est que du travail et des rentes humaines, que vous allez voir nécessairement la conséquence. Ça peut s'organiser autrement. Oui. Ah, le prix, ça c'est pas mon modèle, c'est ce que vous avez appris en cours d'économie. Le prix ne reflète que les facteurs capital et travail, capital humain et travail humain. Donc en fait, c'est quand je vous expliquais au premier cours qu'il y a deux facteurs de production pris en compte dans la représentation économique qui sont le capital humain et le travail humain, ça revient à dire que les prix ne sont formés qu'avec du travail humain et du capital humain, qu'on ne tient pas compte des ressources naturelles dans la formation des prix. C'est une autre façon d'exprimer avec une belle équation, parce que je sais qu'ici on aime bien les équations, c'est une autre façon d'exprimer avec une belle équation le fait que les ressources sont gratuites. Ça n'intervient pas dans la formation des prix. L'existence de la ressource, encore une fois. Les gens qu'il faut payer pour y accéder, ça peut intervenir. Quand vous payez quelqu'un. Si par exemple vous allez chercher des nodules, vous savez ce que c'est que les nodules? C'est des petites boules contenant des métaux que vous avez sur les planchers océaniques. Si vous allez chercher des nodules dans l'espace océanique international, en dehors des zones d'exclusivité économique, vous ne paierez pas l'accès à la ressource, puisqu'il n'y a personne pour vous réclamer de l'argent. Tout ce que vous paierez, c'est le travail humain pour y accéder, mais vous ne paierez pas. Si vous allez chercher du pétrole dans un pays, là par contre, vous paierez l'accès à la ressource, parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans le pays qui vous dit, pour prendre mon pétrole, tu vas me payer tant. Voilà, donc et si la pluie tombe toute seule, en ce moment elle serait bien inspirée de le faire, à ce moment vous ne payez ni le travail ni la ressource, vous ne payez rien. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc les prix, ce que je disais à l'instant, quand je vous disais si on surveille simplement les indicateurs économiques, au moment où les indicateurs économiques se dégradent de manière massive, on est trop près de la limite pour pouvoir y faire quelque chose, ça revient à dire que les prix ne vous donnent pas les signaux faibles. Ça revient à dire que les prix ne vous donnent pas les signaux faibles. C'est un constat du passé, ça ne vous donne pas les signaux faibles. En fait, si vous voulez mesurer les flux en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ou les flux de carbone, eh bien, comme disait Monsieur de la Palisse, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de mesurer les flux de carbone. Donc il faut établir une comptabilité qui est distincte de la comptabilité monétaire, qui n'est pas la comptabilité monétaire, et qui regarde directement les flux physiques. Alors le bilan carbone, qui est en gros la manière aujourd'hui dont on nomme la comptabilité carbone, il se situe ici. C'est-à-dire qu'il regarde avec des unités physiques qui en l'occurrence sont des unités de masse, la quantité de carbone qu'on extrait du sol et qu'on va, une fois l'avoir oxydé, coller dans l'atmosphère. Et en fait, il fait ça pour tous les gaz à effet de serre, y compris le CO2, le méthane et les autres. De ce fait, comme il se situe entre le réservoir et l'atmosphère, il vous donne évidemment une visibilité sur la contribution de nos activités à l'enrichissement de l'atmosphère en CO2. Initialement, c'est pour ça qu'il a été fait. Mais il se trouve que par construction, et j'insiste, par construction, la même métrique vous donne également la distance à laquelle vous êtes de l'épuisement des ressources. Puisque si vous regardez les flux de carbone, le carbone doit bien avoir été extrait de quelque part, et ce quelque part, c'est un gisement de combustible fossile. Donc le bilan carbone a ceci d'intéressant que la même comptabilité physique peut vous permettre de vous attaquer à deux problèmes distincts qui sont la question de la disponibilité en combustible fossile et la question du réchauffement climatique. On peut avoir les deux avec la même métrique. Il y a une question évidente qui se pose en ce qui concerne la mesure des émissions, c'est pourquoi finalement il serait légitime dans une comptabilité carbone d'agréger des émissions qui prennent place à Paris, à Bordeaux et éventuellement au milieu du Gabon. En ce qui concerne la comptabilité monétaire, comme vous le savez probablement, l'argent est fongible. Donc c'est la raison pour laquelle on a une comptabilité qui vous compte des flux monétaires. Quand vous achetez des vis à un fabricant japonais,
eh bien, vous allez agréger de l'argent qui a été versé à des salariés japonais et de l'argent qui va être versé à des salariés français. Et on considère que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème parce que la monnaie est fongible. Eh bien, en ce qui concerne les émissions, il faut également avoir une bonne raison d'agréger des émissions qui prennent place ici et des émissions qui prennent place là. Alors, je vais commencer par prendre un exemple où ce n'est pas légitime de faire ça. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de soufre, le dioxyde de soufre vous occasionne essentiellement de la pollution locale, c'est-à-dire que ça va faire des pluies acides pas très loin de là où vous êtes, et ça va vous faire des aérosols réfléchissants pas très loin de là où vous êtes. Donc dire, en ce qui concerne les pluies acides par exemple, que mon dioxyde de soufre soit émis au milieu de l'océan ou qu'il soit émis au milieu de l'Europe, c'est pareil, c'est pas légitime, parce que si vous faites une pluie acide au milieu de l'océan, une fois que la pluie s'est diluée dans la masse océanique, ça n'a strictement aucune espèce d'importance, alors que si vous faites ça au-dessus d'un continent, comme les conséquences vont se concentrer, on va dire, dans quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de sol, vous n'avez évidemment pas du tout les mêmes implications. Et par ailleurs, les végétaux sont plus sensibles à la chose. En ce qui concerne le CO2, la raison pour laquelle il est légitime d'agréger les émissions où qu'elles prennent place, c'est à cause des caractéristiques physiques des gaz à effet de serre, physiques et chimiques. Je vous ai indiqué que les gaz à effet de serre étaient des espèces qui avaient une très grande longévité chimique dans l'atmosphère. Ils restent longtemps dans l'atmosphère, des décennies ou des siècles. Or, il se trouve que l'atmosphère a un système de circulation à grande échelle qui fait qu'elle est brassée sur à peu près la totalité de la surface planétaire en l'espace d'une année. Dit autrement, vous prenez une molécule d'air qui se trouve quelque part dans l'atmosphère et vous attendez, allez, mettons pas une, mais 2 années, et cette molécule d'air peut se retrouver n'importe où. Donc vous avez un brassage qui est fait dans l'atmosphère par le biais des circulations atmosphériques à large échelle, dans lesquelles vous avez notamment les courants de jet, mais pas que. À partir du moment où vous mettez dans l'atmosphère quelque chose qui va y rester des siècles, et que le brassage de l'atmosphère se fait en 1 ou 2 ans, vous êtes d'accord avec moi que le lieu d'émission n'a strictement aucune espèce d'importance. Et c'est la raison pour laquelle il est légitime, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, de ne pas se soucier de leur lieu de provenance, de survenance, pour tenir compte de leur impact sur le changement climatique. Donc qu'une entreprise ou qu'un pays occasionne des émissions au nord de la Sibérie, au milieu du Brésil ou à Castelnaudary, ça n'a strictement aucune espèce d'importance en ce qui concerne les conséquences à suivre. D'accord? D'une manière générale. Du coup, ça veut dire que à partir du moment où j'ai une chaîne de valeur, donc on va rester à côté de Castelnaudary, donc nous sommes dans le sud-ouest, donc on va s'intéresser au foie gras. Donc j'ai une chaîne de valeur qui part des petits canards et qui va jusqu'à l'assiette du consommateur. Eh bien, je suis fondé, si je veux regarder l'impact de cette activité sur le climat, à prendre toutes les émissions qui vont depuis la production du maïs avec lequel je nourris les canards, jusqu'aux déjections des canards, en passant par les gens qui viennent travailler pour nourrir puis zigouiller les canards, puis les gens qui fabriquent le métal pour mettre le foie gras en boîte, puis la logistique aval pour distribuer tout ça à droite et à gauche, et même éventuellement l'énergie de cuisson pour faire cuire le foie gras quand il est poêlé. Donc ça a une logique de dire où que les émissions prennent place, de toute façon, elles sont identiques en ce qui concerne l'effet sur le climat. Et donc, je peux d'une part les agréger, et d'autre part, évidemment, c'est une des choses qu'on va voir derrière, me poser la question de savoir où est-ce que c'est le plus pertinent d'agir si je veux commencer à les faire baisser. Quand je mets des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, j'ai un enchaînement, on va dire, de causes et de conséquences. Donc je commence par des émissions, ces émissions me modifient la concentration atmosphérique, et du coup ça me modifie le forçage radiatif, ça crée du changement climatique, et tout ça va me créer des impacts. Et il se trouve que pour mon plus grand malheur, ce qui a le plus de sens pour moi, c'est de regarder les impacts. Dit autrement, ce qui m'intéresse vraiment quand je rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est de savoir si oui ou non je vais avoir tant de gens qui vont mourir à cause de telle canicule,
D'accord? C'est l'impact qui m'intéresse vraiment. Et est-ce que oui ou non, je vais perdre 30% de ma récolte sur les pommes de terre? Voilà, ça m'intéresse. Alors que malheureusement, tout ce que je sais mesurer quand je fais des émissions, c'est les émissions. Donc il y a une difficulté intrinsèque dans cette affaire-là, qui est que ce qu'on cherche à éviter, c'est des impacts, mais que ce qu'on sait mesurer, c'est des émissions. Alors ça a l'air idiot, dit comme ça, mais sauf que comme vous avez l'atmosphère entre les deux, et donc un grand pot commun entre les deux, on est donc dans un système dans lequel personne ne va hériter des impacts de ses propres émissions. D'accord ? Donc ce que les gens peuvent mesurer et ce dont vous pouvez hériter, c'est de la mesure de vos propres émissions, mais il se trouve que la mesure de vos propres émissions, ça n'est pas l'impact de vos propres émissions, parce qu'en fait l'impact, c'est l'impact de l'ensemble des émissions. Dit autrement, la canicule que vous aurez en France en 2050 dépend un tout petit peu de ce que les Français vont faire sur leurs propres émissions et dépend essentiellement de ce que les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Philippins, les Vietnamiens, les Camerounais, les Brésiliens et les Canadiens, et évidemment les Américains, vont faire sur leurs émissions. Hein? Donc l'impact, c'est ce qui nous intéresse vraiment, parce que c'est de savoir si on va mourir ou pas mourir, mais ce qu'on sait mesurer, c'est pas ça, c'est les émissions. Alors il se trouve que vous avez deux unités qui vont être importantes et que je vais évoquer, enfin deux grandeurs plus exactement que je vais évoquer juste après, enfin une que je vais évoquer et l'autre très peu. En ce qui concerne le forçage radiatif, l'unité qu'on va utiliser s'appelle le Global Warming Potential, ou le pouvoir de réchauffement global en français, PRG. Et en ce qui concerne le changement climatique, il y a une autre unité, mais dont je vous parlerai très peu, parce qu'on s'en sert quasiment jamais, qui est le Global Temperature Potential, qui n'est pas exactement la même. Alors le Global Warming Potential, son principe et sa philosophie, c'est de mesurer la quantité totale d'énergie renvoyée vers la surface qui va faire suite à l'envoi dans l'atmosphère d'une unité de gaz à effet de serre. Donc j'envoie une unité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, du coup j'augmente l'effet de serre, du coup j'augmente le flux radiatif renvoyé vers le sol, et la question c'est quel est le lien entre le supplément de gaz à effet de serre que j'ai rajouté dans l'atmosphère et le supplément d'énergie que je vais récupérer au sol. Et comme c'est un forçage radiatif, donc une puissance, ce supplément d'énergie, je ne peux le calculer que si je me donne un horizon de temps. Donc le forçage radiatif, le pouvoir de réchauffement global, il est défini comme le forçage radiatif du gaz qui m'intéresse cumulé sur un horizon de temps donné. Et plutôt que de le mesurer en valeur absolue, on a décidé que ça simplifierait le boulot des ingénieurs que vous êtes de le mesurer en relatif. Et donc je le ramène à exactement la même chose en ce qui concerne le CO2. Donc le pouvoir de réchauffement global d'un gaz à effet de serre, en gros, c'est un multiple du pouvoir de réchauffement global du CO2. C'est un multiple du forçage radiatif cumulé du CO2. Et ça correspond à la question qui est combien de fois plus par rapport au CO2 ou combien de fois moins par rapport au CO2, ça va me renvoyer de l'énergie vers la surface à un horizon de temps donné. Le PRG du CO2, quel que soit l'horizon de temps, est bien évidemment 1 par définition. Hein, donc c'est une unité relative, c'est une unité normalisée. Alors ici, vous avez un tableau extrait du dernier rapport du GIEC qui vous donne les valeurs pour un certain nombre de gaz. Et vous voyez qu'en gros, tous les gaz à effet de serre ont un PRG qui est supérieur à 1. Enfin, à part le CO2, ils ont tous un PRG qui est supérieur à 1. Vous avez ici les horizons de temps 20 et 100 ans. Alors à 20 et à 100 ans, le PRG n'est pas le même. Parce que comme une unité de gaz à effet de serre que vous rajoutez dans l'atmosphère à l'instant 0 ne s'épure pas à la même vitesse en fonction des gaz, et par ailleurs n'a pas le même pouvoir absorbant dans l'infrarouge en fonction du gaz par unité de masse, eh bien le fait que les durées de vie dans l'atmosphère ne soient pas les mêmes font qu'en fonction de l'horizon de temps, le rapport entre le gaz en question et le CO2 change. Dit autrement, si vous avez un gaz dont la durée de vie est plus courte que celle du CO2, le PRG diminue quand l'horizon de temps s'allonge. Si vous avez un gaz qui est plus long en durée de vie que le CO2 dans l'atmosphère, typiquement les gaz fluorés qu'on utilise dans les chaînes de froid, à ce moment, le PRG augmente avec l'horizon temporel. D'accord ?
Alors vous allez me dire, c'est passionnant tout ça, mais pourquoi est-ce que ça, on s'enquiquine, on prend un siècle et puis on n'en parle plus. Alors on s'enquiquine parce que quand il faut passer à l'action, si votre patron vous dit, bon, je veux faire baisser les émissions de 3%, et puis j'ai le choix entre baisser un peu les fluides, enfin utiliser un peu moins de fluides dans la clim, ou bien utiliser un peu moins de camions dans la logistique, ou bien ceci, ou bien cela, si vous ne savez pas comparer les gaz, vous n'êtes pas capable de passer à l'action, parce que vous n'êtes pas capable de comparer les effets de vos actions. Et donc, l'horizon temporel a quelque chose d'important. Un exemple parmi d'autres, si vous passez l'horizon temporel de 100 ans à 20 ans, la question du cheptel bovin devient une question absolument cruciale, alors qu'avec le pouvoir de réchauffement global à 100 ans, c'est beaucoup moins visible dans le panorama des émissions. C'est déjà pas mal visible, mais ça l'est beaucoup moins. Hein? Voilà un exemple. Donc, si vous dites que le PRG, on le prend à 20 ans, vous aurez plus envie d'enquiquiner les éleveurs que si vous le prenez à un siècle. Donc vous voyez, ça a une conséquence très très directe pour l'action derrière, hein, cette affaire-là. C'est le truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Global Temperature Potential. En fait, c'est l'élévation de temps. Pardon ? CCFB, où est-ce que vous voyez CCFB ? Non, il y a le Global... Ah, pardon, c'est Carbon Feedback, excusez-moi. C'est with et without carbon feedback. Le carbon feedback, je vous en ai parlé au moment du cours sur les conséquences du réchauffement climatique. C'est en tenant compte du réchauffement sur le déstockage des stocks de carbone ou pas. Donc c'est selon que votre modèle est couplé sur le cycle du carbone et prend ça en compte ou pas. Et donc ça vous augmente toujours un peu le pouvoir de réchauffement global. Une fois qu'on est capable de comparer les gaz, on est donc capable de faire un inventaire tous gaz confondus. Donc on peut prendre en compte à la fois le méthane, le CO2, le machin, ce qui vient de l'élevage, ce qui vient des vaches, ce qui vient des rizières et ce qui vient des voitures. Le premier inventaire de gaz à effet de serre qui a été mis en œuvre à large échelle, c'est les inventaires d'émissions territoriaux dans le cadre de la Convention climat. Donc vous savez que dans le cadre de la Convention climat, tous les pays du monde, en 1992, donc avant votre naissance, se réunissent à Rio et disent qu'on va s'occuper de faire quelque chose de sérieux pour le climat. Le résultat, pour le moment, c'est pas encore très probant. Donc les pays ratifient notamment donc une convention qui dit qu'on va se donner un objectif de maintenir le changement climatique anthropique à des niveaux qui ne présentent pas de danger pour l'homme. C'est très exactement comme ça que c'était rédigé, hein. Nous allons limiter le changement climatique à des niveaux qui ne présentent pas de danger pour l'homme. C'était ça l'objectif de la convention cadre qui a été adoptée à Rio en 1992. Dans le cadre de cette convention, il a été décidé que chaque pays mesurerait ses émissions. Alors, il se trouve que depuis le traité de Westphalie, qui a décidé que les États, enfin qui a dit que les États étaient souverains, dit autrement que ce qui se passait à l'intérieur des frontières, c'était eux qui décidaient et personne d'autre. Donc la seule exception étant quand on s'envahit les uns les autres, mais à part ça, on décide chez soi comme on veut. Ça revient à dire que chaque État, en ce qui concerne les émissions, ne peut stipuler que pour lui-même, d'accord ? Donc il ne peut s'engager que pour ses propres émissions, parce que les émissions qui ont lieu ailleurs, elles sont dans un autre État, et donc c'est à un autre État de s'en occuper. Et donc on a mis en place un système d'inventaire domestique. Donc l'inventaire domestique, c'est je compte les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu chez moi. Ces émissions, donc par construction, se limitent aux sources présentes sur le territoire. Donc si vous avez une aciérie sur le territoire, les émissions de CO2 de l'aciérie sont dans l'inventaire. Si vous importez de l'acier en provenance d'un pays tiers, les émissions de fabrication de l'acier ne sont pas dans votre inventaire. C'est la grosse différence entre ce qu'on appelle un inventaire national et une vision empreinte carbone, où là, on regarde tout ce qui est la contrepartie de ce que vous consommez, que ça a été fabriqué chez vous ou pas. C'est bien évidemment quelque chose qui intègre tous les gaz à effet de serre connus. Alors il y en a un supplémentaire maintenant qui est le NF3, si ma mémoire est bonne. Enfin bon, il est totalement insignifiant dans les inventaires. Au début de la Convention climat, il y a également eu un mécanisme, mais je ne vais pas rentrer dedans en détail, qui était un mécanisme par lequel on pouvait déduire de son inventaire le bien, entre guillemets, qu'on faisait dans un autre pays. C'est ce qu'on appelait les mécanismes de développement propre ou le Joint Implementation dans le cadre du protocole de Kyoto. Mais en gros,
Un inventaire national, aujourd'hui, c'est donc l'inventaire de l'ensemble des sources qui prennent place sur le territoire. Et c'est également l'inventaire du puits forestier territorial. Donc en France, il y a un organisme qui est chargé d'établir cet inventaire, qui s'appelle le CITEPA, C-I-T-E-P-A, qui vient, soit dit en passant, de publier les émissions de gaz à effet de serre de la France pour 2018, donc jusqu'en 2018, sachant que les émissions de CO2, elles commencent à être mesurées depuis 1960, et pour les autres gaz depuis 1990. Et le CITEPA vous donne les émissions par grand secteur d'émissions. Donc il vous donne les émissions des bâtiments, des transports, des industries de l'énergie, etc. C'est de cet organisme que viennent les émissions que je vous ai montrées pendant le cours sur le changement climatique en vous donnant la trajectoire d'émissions de la France. Donc tous les pays ont un organisme de cette nature et soit dit en passant, vous avez également aujourd'hui maintenant un processus de contrôle qualité par lequel les organismes qui font l'inventaire dans un pays sont en général visités par leur homologue d'un autre pays étranger pour qu'ils s'échangent des bonnes pratiques, qu'ils regardent comment ils ont fait, qu'ils disent tiens là tu as peut-être fait une bêtise, etc. Désormais, les acteurs économiques français ont également une obligation de faire ce genre de choses. Alors historiquement, la première loi qui a obligé les entreprises françaises à mesurer leurs émissions, c'était la loi Grenelle II qui a été votée en 2010. Alors cette loi Grenelle II n'était pas extrêmement contraignante parce qu'elle disait en gros qu'on ne s'occupait que des émissions directes. Donc en fait c'était bien dans le principe. Simplement, c'était extrêmement limitant en ce qui concernait le périmètre couvert, parce que vous êtes, par exemple, un magasin Carrefour, eh bien, les seules émissions qu'on vous demandait d'inventorier au titre de cette loi, c'est les émissions de votre chaudière. Les émissions des véhicules pour que les clients viennent chez vous, on ne compte pas. Les émissions des camions qui vous livrent les produits, on ne compte pas. Les émissions pour fabriquer les produits, on ne compte pas. Et si vous vendez des produits qui consomment de l'énergie, donc des aspirateurs ou des barbecues, eh bien, on ne compte pas. Hein, donc, en gros, l'essentiel des émissions dont dépend votre activité, parce que si vous n'avez plus le droit d'utiliser un barbecue acheté chez Carrefour, vous n'allez pas l'acheter chez Carrefour. Et si vous n'avez plus le droit de brancher une perceuse achetée chez Leroy Merlin, vous n'allez pas l'acheter chez Leroy Merlin. Hein. Donc, par ailleurs, si vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture pour aller faire des courses, ça change aussi un tout petit peu la structure du commerce de ces gens-là. Donc en gros, cette loi Grenelle II, elle demandait vraiment à ce qu'on se concentre sur un truc qui était totalement epsilonesque. Par contre, maintenant, il y a une deuxième loi qui est passée en 2015 et qui dit qu'il faut prendre en compte les émissions, bon, je vous lirai ça à tête reposée, qu'il faut prendre en compte les émissions qui sont la contrepartie de l'activité de façon beaucoup plus large. Donc en gros, c'est les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est de ça dont je vais vous parler dans les quelques cas pratiques qu'on va voir ensuite. Donc les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre, j'en reviens à mon magasin Carrefour. Typiquement, si je ne trouve pas les camions, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Si je ne trouve pas les voitures des clients qui viennent dans les grandes surfaces, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Si je ne trouve pas les émissions de fabrication des produits, qu'il s'agisse des beefsteaks ou qu'il s'agisse des perceuses ou de tout ce que vous des poupées Barbie, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Et on peut même inclure dans cette logique les émissions de cuisson des surgelés ou enfin voilà, ou de conservation des surgelés pour être plus précis dans le frigo dans le freezer avant de les manger. Donc vous avez tout ça qui normalement doit être pris en compte dans l'inventaire. Oui. C'est pas un problème. Je vous en parlerai juste après. Oui. Ça ne pose aucun problème de compter quelque chose deux fois. Dans le monde économique, on fait ça en permanence. Quand ma société envoie une facture à un client, la facture, elle est comptabilisée chez moi et elle est comptabilisée chez le client. Quand vous avez au sein d'un même groupe deux entités qui s'envoient une facture l'une à l'autre, eh bien, ça apparaît dans les comptes de chacune des entités. Et évidemment, quand vous allez faire la comptabilité de l'ensemble de l'entité, vous avez ce qu'on appelle des retraitements à faire, et c'est ça qui vous permet de sortir des comptes qu'on appelle consolidés. Donc, les comptes consolidés sont des comptes dans lesquels vous avez enlevé tout ce qui est en doublon. Et en ce qui concerne la comptabilité carbone, quand vous regardez une entité prise isolément, le fait qu'il y ait un double compte avec ce qui se passe dans une autre entité, c'est pas très grave, parce que de toute façon, votre problème à vous, c'est de regarder tout ce dont vous dépendez. Donc au motif que ce dont vous dépendez se passe chez le voisin, il ne faut pas le retirer de votre champ de vision.
Sinon, vous allez faire une erreur d'appréciation sur la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un deuxième... Oui. Vous avez dit que chaque pays devait faire un inventaire de ses puits forestiers. Oui. Comment ça se passe pour les puits qui absorbent des gaz à effet de serre en territoire international? Par exemple, pour les eaux internationales. Alors, les eaux internationales ne sont pas considérées comme un puits forestier, pour l'excellente raison que la forêt qui pousse à la surface de l'océan est en quantité assez réduite. Donc, on ne compte pas. Et en fait, les émissions qui sont absorbées par l'océan, elles ne sont la propriété de personne. Donc, en fait, elles n'apparaissent dans aucun inventaire. J'insiste, un inventaire d'émissions, ce n'est pas un inventaire de variation de la concentration, et ce n'est pas un inventaire des impacts. C'est vraiment un inventaire d'émissions. Donc, vous regardez ce qu'on émet, point. Et vous déduisez de ce qu'on émet, sous certaines conditions, ce que votre forêt capte, à condition qu'elle capte quelque chose. Donc, dans les pays dans lesquels vous êtes en déforestation, non seulement il n'y a pas de puits forestier, mais il y a une source forestière. Par exemple, dans un pays comme l'Indonésie, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, et bien après que j'ai commencé mes cours ici, la diminution de la surface forestière était le premier poste d'émission du pays. C'est-à-dire le fait qu'on supprime un stock qui derrière part dans l'atmosphère sous forme d'émissions de combustion, c'était de très loin le premier poste d'inventaire d'émissions du pays. Si vous êtes dans un pays comme le Brésil, c'est pareil, la forêt n'est pas un puits, la forêt est une source d'émissions parce que vous êtes en phase de déforestation. Par contre, si vous êtes dans un pays comme la France, où globalement la superficie forestière a tendance à croître un peu, eh bien à ce moment, sous réserve qu'on ne compte pas en forêt des trucs où il n'y a pas d'arbres, et ça peut arriver, par exemple parce qu'il y a des incendies, par exemple parce que les arbres meurent à cause des ravageurs, par exemple parce qu'il y a quelques années de suite où on les coupe rapidement alors même que cadastralement ça reste des forêts. Mais globalement, la forêt française est en croissance et donc on a un puits forestier. Voilà. Donc ça dépend de est-ce que le stock forestier est en croissance ou en décroissance. Mais s'il est en croissance, c'est un puits dans l'inventaire. S'il est en décroissance, votre stock forestier, à ce moment, c'est une source dans l'inventaire. Dans les deux cas de figure, c'est une source qui est compliquée à apprécier parce que, j'en reviens à ce que j'ai dit au moment des énergies renouvelables, les sources fossiles vont en regard d'une comptabilité commerciale. Donc je vous assure que le pompiste qui vous vend votre essence, il est intéressé à ce que son compteur ne soit pas faux et que vous ne serviez pas le double de ce qu'il pense qu'il vous a vendu. Donc il regarde très précisément ce qui se passe. Et donc une fois que je sais très précisément la quantité d'essence qui est rentrée dans votre voiture, je sais très précisément la quantité de CO2 qui en sort. En ce qui concerne le bois, c'est beaucoup plus difficile d'aller demander à chaque arbre « t'as stocké combien de carbone cette année, toi ?» Donc c'est nécessairement des calculs qui sont grossiers, approximatifs, avec des fortes incertitudes. Bon, ça c'est juste pour vous rappeler que les deux... Pardon, excusez-moi. Je reviens à un truc sur l'article 173. Alors il y a un autre truc qui concerne aujourd'hui, pas trop vous, parce que normalement, après tout ce que je vous ai raconté, il n'y en a quand même pas 1 milliard qui devrait aller bosser dans la finance pour devenir trader. On ne sait jamais après tout. Mais par contre, il y en a quand même peut-être quelques-uns qui iront quand même. Et dans le secteur financier, il y a une obligation supplémentaire qui a été rajoutée au titre de cette même loi de 2015 sur la transition énergétique, qui dit que tous les acteurs du monde financier doivent publier un rapport pour dire comment est-ce qu'ils prennent en compte à la fois l'empreinte carbone, on va dire, de leur portefeuille, parce que quand vous êtes un investisseur financier, en général, c'est du reste parce que vous gérez l'épargne ou la trésorerie de quelqu'un, hein, c'est ça l'essentiel des investisseurs. Donc si vos parents ont de l'assurance vie, eh bien ils ont donné à une compagnie d'assurance vie leur argent et la compagnie d'assurance vie va acheter des obligations et des actions, c'est-à-dire de la dette et des actions, d'un certain nombre d'États pour la dette et d'un certain nombre d'entreprises. Ces États et ces entreprises émettent des gaz à effet de serre. Ils en émettent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc l'article 173 dit... Vous qui êtes dans le monde financier, vous allez vous intéresser à ce truc-là et vous allez commencer à me raconter des choses sur la façon dont vous prenez en compte l'empreinte carbone du portefeuille de vos investissements. Et par ailleurs, j'aimerais bien que vous me racontiez également des choses sur l'impact du changement climatique sur les activités dans lesquelles vous avez investi. D'accord ? Donc si vous avez investi chez un producteur de pommes de terre, j'aimerais que vous preniez le temps de regarder si le changement climatique ne va pas lui faire de très mauvaises affaires. Alors pour vous donner un exemple qui est un peu plus à large échelle, l'Allemagne
a connu une petite récession fin 2018. Il se trouve qu'à l'été 2018, l'Est de la France, et donc le sud de l'Allemagne, a connu une sécheresse très intense. Ça rappelle peut-être quelques souvenirs à quelqu'un, s'il y a des gens ici qui sont originaires du Doubs, du Jura. Il y en a des gens qui sont originaires du Doubs, du Jura ici? Il y en a encore moins que des Bretons, c'est pas vrai. Bon, bah, c'est pas grave, alors faites-moi confiance, croyez-moi sur parole. Donc dans ce coin-là, il a fait très sec, et le débit du Rhin a considérablement baissé. Et le Rhin a cessé d'être navigable pour les transports de marchandises un peu lourds. Du coup, ça a empêché quelques centrales électriques au charbon d'être approvisionnées, et ça a supprimé le transport de marchandises pour une partie des activités industrielles en Allemagne. Eh bien, ça a probablement joué un rôle dans la récession qu'il y a eu en Allemagne au 4e trimestre 2018, parce que le sud de l'Allemagne, qui jouxte la France, est une partie extrêmement industrialisée, dans laquelle vous avez de grosses concentrations, notamment vous n'êtes pas très loin de l'industrie automobile, et voilà. Donc ça, c'est un exemple d'impact du changement climatique sur les activités économiques. Vous en avez évidemment plein d'autres que je pourrais prendre en exemple. Quand vous avez la température là, avec les températures qu'il va faire pendant les quelques jours qui viennent, vous avez des sols qui vont s'assécher de manière forte. Ça va vous faire de la rétractation des argiles, ça va fissurer des bâtiments. Hein, ça a été le premier dommage assuré en 2003. Voilà, donc vous avez un certain nombre de conséquences. Donc en fait, la loi de 2015 dit aux gens qui ont investi de l'argent quelque part, intéressez-vous à cette affaire-là. Pour le moment, c'est des obligations très très soft. C'est ce que les anglo-saxons appellent comply or explain. Dit autrement, vous pouvez soit comply, c'est-à-dire faire ce qu'on vous demande de faire, soit explain, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous ne l'avez pas fait. Bon, donc c'est un truc évidemment très très soft. Si on vous demande d'aller en contrôle et que vous n'y allez pas et que vous dites mais j'avais une bonne raison, j'avais le nez qui gratte, très bien, il n'y a pas de problème, est évident qu'un certain nombre d'entre vous, mais vous passerez quand même, pas de problème, est évident qu'un certain nombre d'entre vous préféreront aller faire la fête. Donc c'est exactement ce que font les financiers, ils font un peu la fête, donc pour le moment ils ne sont pas très sérieux sur cette obligation. Et un certain nombre de gens comme moi militent pour qu'il le soit un peu plus. Bon ça je vais passer parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Au moment où l'article 173 de la loi est passé, la France, cocorico, était le seul pays au monde qui demandait aux entreprises de reporter les émissions sur l'ensemble des processus amont et aval dont elles dépendent. Donc je reprends l'exemple de ma grande surface. À cette époque-là, les pays que vous avez là demandaient simplement qu'on fasse un reporting des émissions directes, c'est ça qu'on appelle le scope 1, ce qu'on appelle le scope 2, en fait, c'est les émissions indirectes dues à l'approvisionnement énergétique. Dit autrement, c'est les émissions des centrales électriques de l'électricité que vous achetez. Donc, l'essentiel des pays du monde qui avaient mis une obligation de déclaration des émissions aux entreprises demandaient à ces entreprises de simplement communiquer sur les émissions liées à leur propre consommation énergétique. Alors, vous vous appelez BNP Paribas. Les émissions de la propre consommation énergétique de BNP Paribas, c'est l'électricité que vous achetez, le gaz que vous achetez, le fioul que vous achetez s'il y a quelques agences bancaires chauffées au fioul, et les voitures de fonction qui sont possédées par l'entreprise. Point. Est-ce que vous pensez que c'est extrêmement représentatif des émissions de BNP Paribas, ou exactement des émissions dont dépend BNP Paribas? Non, pas vraiment. Je reprends l'exemple de Carrefour. Si vous avez juste la chaudière du magasin Carrefour, c'est pas non plus vraiment très représentatif, etc., etc. Donc, et si je prends l'école des mines, c'est juste la chaudière de l'école des mines. Vous n'avez pas là-dedans ni les produits alimentaires servis au restaurant, ni les voyages en avion que vous allez faire pour partir en stage, ni le matériel qui est acheté pour les laboratoires, ni tout ça disparaît. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très, très partiel. Et si vous demandez aux gens de ne mesurer qu'une petite partie du problème, à ce moment, vous avez l'effet lampadaire, que vous connaissez tous. Hein, pourquoi est-ce que tu cherches tes clés sous le lampadaire? Il n'y a que la clé de la lumière. Bon. C'est évident que si vous dites aux entreprises, tu ne vas regarder que les émissions qui ont lieu chez toi, ensuite, sur quoi est-ce qu'elles vont agir? Bah, juste sur les émissions qui ont lieu chez elles. Absolument évident. Donc Carrefour va vous expliquer que c'est vachement bien parce qu'ils ont augmenté l'efficacité énergétique de leur chaudière de 10%. Donc je reviens sur quelque chose qui est absolument essentiel, c'est que quand vous faites un inventaire d'émissions, la première raison de le faire, c'est pas pour vous sentir coupable, c'est pour comprendre de quel processus dépend votre activité. C'est ça.
la première raison de faire un inventaire d'émissions. Ce qui veut dire que, donc ça je vous l'ai déjà dit 25 fois dans le magasin, d'accord. Prenons maintenant l'exemple d'un distributeur d'eau, donc pour ne pas les nommer, ou Veolia ou Suez ou leurs copains. Eh bien, bien évidemment, un distributeur d'eau sans tuyau pour faire circuler l'eau, ça ne marche pas bien. Donc, dans l'inventaire d'émissions d'un distributeur d'eau, vous devez logiquement trouver les émissions de fabrication des tuyaux qui sont renouvelés. Donc, le plasturgiste qui a fait les tuyaux en PVC ou Pont-à-Mousson qui a fait les tuyaux en fonte, ou qui a fait les regards en fonte, eh bien, vous allez devoir trouver les émissions de ces gens-là dans l'inventaire d'émissions de mon distributeur d'eau. Soit dit en passant, dans l'inventaire de mon distributeur d'eau, il y a un autre truc que vous devriez trouver aussi, qui est encore plus important que ça, c'est tout simplement le fait que l'essentiel de l'eau distribuée est chauffée. Donc si je n'ai plus le droit de chauffer l'eau que j'achète, d'accord, si je vous interdis à partir de maintenant de chauffer l'eau chez vous, c'est douche froide ou rien, vous allez probablement consommer un peu moins d'eau domestiquement, parce que si c'est douche froide ou rien, c'est pas complètement sûr que vous garderez le même rythme de douche que celui que vous avez aujourd'hui. Voilà, vous achèterez un peu plus d'eau pour la machine à laver, mais comme ça sera interdit de chauffer l'eau pour la machine à laver aussi, vous ferez la lessive à l'eau froide, compliqué. Si maintenant je prends un coiffeur, eh bien le coiffeur hérite pour partie du bilan carbone de L'Oréal. D'accord ? Puisque chez le coiffeur, vous allez trouver tout un tas de produits qui sont vendus par L'Oréal et consorts, des shampoings, des lacs, tout un tas de machins pour teindre les cheveux dans tout un tas de couleurs sympathiques, etc. Si je regarde maintenant un constructeur d'immeubles, eh bien, le constructeur d'immeubles, il a logiquement, dans ses émissions, le fait qu'on puisse se servir de l'immeuble une fois vendu. Là, c'est pareil. Si tout ce que je construis, c'est des immeubles dans lesquels il n'y a pas de confort thermique, probablement que je vais les vendre un peu moins facilement que des immeubles dans lesquels il est possible d'avoir chaud l'hiver et froid l'été. Si je vends un immeuble qui n'est jamais accessible par aucun moyen de transport, par exemple au milieu de l'océan, eh bien, il va valoir un peu moins cher pour quelqu'un qui a besoin d'aller travailler à Paris tous les jours que quelque chose qui est mieux situé. Hein. Donc si je ne tiens pas compte des émissions de fonctionnement de l'immeuble, à la fois pour les déplacements et pour le confort thermique, eh bien, il y a quelque chose qui me manque dans l'inventaire d'émissions d'un constructeur d'immeuble. C'est exactement pareil en ce qui concerne les constructeurs de voitures. Si je regarde les émissions directes d'un constructeur de voitures, ça ne m'apprend strictement rien sur la dépendance du constructeur de voitures aux émissions. Je vous le dis autrement, dans un monde dans lequel je contracte les émissions de façon forte, donc je dis très bien on va faire le monde à 2 degrés, c'est-à-dire le monde dans lequel on divise les émissions par... Je vous l'ai dit la dernière fois, par 3 d'ici à ce que vous ayez mon âge, c'est simple, hein, se retenir. Eh bien, dans ce monde-là, ce qui va gêner mon constructeur de voitures, c'est avant tout les émissions des voitures une fois en fonctionnement, beaucoup plus que les émissions de sa propre chaudière. Hein, c'est vraiment ça qui va le gêner. Donc dans un inventaire d'émissions qui est fait pour comprendre le lien de dépendance et du coup ce qu'on devient dans un monde dans lequel les émissions baissent de gré ou de force, il est essentiel d'avoir les émissions de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour reprendre l'exemple de BNP Paribas, il est évident que dans les émissions de BNP Paribas, ce qui va compter le plus, ce n'est pas du tout ces émissions directes, c'est ces émissions indirectes, c'est-à-dire le fait que les activités dans lesquelles on a investi ou les activités auxquelles on a prêté puissent fonctionner, parce que si tout le monde fait faillite, c'est un tout petit sujet quand vous êtes une banque, et par ailleurs un certain nombre d'autres émissions, et notamment les émissions de fonctionnement de tout ce qui est informatique. Je n'ai pas prévu d'en parler pendant le cours, mais je fais une petite parenthèse. La modeste association que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle The Shift Project, a sorti il y a 3, 4 mois, 5 mois, je ne sais plus, un rapport sur l'empreinte carbone du numérique que je vous invite à aller consulter. Donc c'est sur un site internet qui s'appelle theshiftproject.org, c'est facile à trouver. Et vous verrez, il y a des indications assez intéressantes sur ce truc-là. Je vous donne très rapidement la conclusion. C'est que la digitalisation est un facteur d'accroissement des émissions de gaz à effet de serre et pas du tout d'économie. Voilà, c'est ennuyeux. Quand on a découvert ça, on était un peu enquiquinés. Voilà, donc on peut faire comme toute activité économique est une activité de transformation et que toute transformation va avec de l'énergie
et qu'aujourd'hui l'essentiel de l'énergie est fossile, vous pouvez faire le bilan carbone de toute activité économique. D'accord ? Il y aura toujours du carbone. Donc en fait, le carbone, c'est une monnaie, exactement comme j'avais dit tout à l'heure que les euros ou les dollars, c'est une monnaie. Le carbone, c'est une monnaie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour agréger tous les processus qui comptent dans une transformation productive. Et par ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur un pied d'égalité, quel que soit l'endroit où vous vous en êtes servi. Voilà, donc quelques autres entités, en fait n'importe laquelle, je peux faire son bilan carbone. Dans une empreinte carbone ou un bilan carbone d'entreprise, vous avez donc tout ce qui rentre en ligne de compte. La seule chose que vous n'allez pas prendre en compte, c'est les émissions directes de vapeur d'eau. Donc si vous avez des centrales électriques refroidies en rivière, vous ne tiendrez pas compte de la vapeur d'eau émise, alors que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Et vous ferez ça pourquoi? Vous ferez ça parce que émettre de la vapeur d'eau ne modifie pas de façon significative la concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère. La concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle est pilotée par le fait que vous ayez 2/3 d'océan sur Terre et la température de l'atmosphère. C'est ça qui pilote la concentration en vapeur d'eau. Ce n'est pas nos émissions qui changent quelque chose. Donc ça veut dire que les gaz dont on va tenir compte, c'est juste ceux pour lesquels l'homme modifie de façon distinctive la concentration atmosphérique. Donc la vapeur d'eau n'est pas prise en compte. Le CO2, bien évidemment, est pris en compte, ainsi que tous les gaz qui ont des émissions directes. Par contre, les gaz qui n'ont pas d'émissions directes ne sont pas non plus pris en compte. Par exemple, l'ozone troposphérique, donc celui qui apparaît près du sol, et qui, soit dit en passant, à mon avis, avec les conditions qu'on a en ce moment, là, va gentiment augmenter, eh bien, ça, c'est pas pris en compte, alors que c'est un gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de lien direct entre le surplus atmosphérique et le comportement d'un individu donné. En ce qui concerne les gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère sous la forme sous laquelle ils ont été émis, vous avez un lien direct entre le comportement d'un individu donné et le surplus atmosphérique. Si moi, aujourd'hui, j'émets 1 kg de gaz à effet de serre, je sais faire le lien avec le supplément de concentration qu'il y a juste après. Par contre, l'ozone ne s'émet pas en tant que tel, et si tout de suite, là maintenant, j'émets des oxydes d'azote, je ne sais pas dire combien d'ozone ça fera en plus dans l'atmosphère, parce que ça dépend de ce que les autres vont faire, des conditions climatiques, et de est-ce qu'au même moment on a émis des composés organiques volatiles ou pas, et donc comme je le disais, est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il ne va pas faire beau. Donc je n'ai pas de lien direct entre la quantité d'ozone que vous avez dans l'atmosphère et le comportement d'un individu pris isolément. Et ça explique pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de métrique, on ne prend pas en compte l'ozone dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans tous les inventaires qu'on fait aujourd'hui, l'unité de compte est toujours le PRG à un siècle. D'accord ? C'est ça l'unité de compte. Donc il n'y a pas autre chose dans les inventaires qu'on observe aujourd'hui. L'essentiel des émissions de gaz à effet de serre que nous occasionnons ne sont pas mesurées. Alors ça, c'est autre chose également qu'il faut avoir bien en tête. Elles ne sont pas mesurées parce que si vous vouliez mesurer la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre, il faudrait par exemple qu'il y ait un capteur de CO2 sur chaque pot d'échappement de chaque voiture. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque vache. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque rizière. Il faudrait qu'il y ait un capteur de méthane sur chaque mine de charbon. Il faudrait qu'il y ait un capteur de CO2 sur chaque chaudière de bâtiment, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il faudrait qu'il y ait un capteur de protoxyde d'azote au-dessus de chaque champ. Bon. Donc évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, avec cette difficulté, ne sont jamais mesurées. En fait, ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont calculées. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une incertitude. Et donc, la manière dont on les calcule, c'est assez simple. On prend des données d'activité qu'elles, on est capable de mesurer. Alors, une donnée d'activité, c'est par exemple un nombre d'hectares cultivés. Ça, on sait le mesurer. Ou par exemple, une quantité de carburant acheté. Ça, on sait le mesurer. Ou par exemple, une quantité de voitures qui circulent. Ça, on sait le mesurer aussi. Ou par exemple, une quantité de beefsteak que vous avez mangé.
D'accord? Donc on prend des trucs qu'on sait déjà mesurer dans le monde qui nous entoure, et on va calculer les émissions de gaz à effet de serre à partir de ces quantités-là qu'on a mesurées et de ce qu'on appelle un facteur d'émission, qui est représentatif du processus moyen d'émission qui prend place quand vous avez l'unité physique que vous êtes en train de regarder. Alors, le facteur d'émission, il est en général soit mesuré, soit lui-même calculé. Un exemple idiot de mesure, enfin un exemple idiot de mesure, c'est vous regardez le fonctionnement d'un moteur, vous regardez combien d'essence vous mettez dans le moteur et vous mesurez pour de vrai, parce qu'on peut le mesurer pour de vrai avec un banc d'essai, la quantité de CO2 qui sort du pot d'échappement. Eh bien, ce lien de cause à conséquence entre telle quantité d'essence rentre, telle quantité de CO2 sort, une fois que vous l'avez mesuré une fois, vous dites, dès que j'aurai une voiture quelque part qui consomme de l'essence, j'ai le même lien de cause à effet entre l'essence qui rentre et le CO2 qui sort. D'accord ? Et donc là, vous avez, avec une analyse, fabriqué un facteur d'émission. Les facteurs élémentaires sont en général le résultat de données d'observation, je vais vous en montrer un certain nombre derrière, et après, quand vous voulez faire des facteurs sophistiqués, par exemple, un repas à la cafétéria ici, à ce moment, bien évidemment, ça va être déjà le résultat de calculs compliqués que vous allez faire sur la base de facteurs élémentaires. Donc exactement comme une comptabilité monétaire, une comptabilité carbone est quelque chose qui est chaîné. C'est-à-dire que les valeurs de ce que vous avez à l'aval dépendent de la manière dont vous y êtes pris pour calculer les valeurs qui sont à l'amont. Donc les premiers facteurs d'émission les plus importants, c'est ceux qui sont près de la matière. Je brûle 1 litre d'essence, je brûle 1 kilo de charbon, etc. Puis ceux qui sont encore très près de la matière, mais juste derrière, j'extrais 1 tonne de minerai de fer, ou bien je réduis 1 tonne de minerai de fer, etc. Et plus vous allez vers des produits manufacturés, et plus le facteur d'émission sera le résultat d'un calcul et pas du tout le résultat d'une donnée d'observation. Plus vous vous éloignez des flux initiaux. Juste un petit rappel, aujourd'hui on a coutume d'utiliser une unité de mesure qui est l'équivalent CO2. Mais au moment où j'ai démarré ce cours, il y a 10 ans, l'unité de mesure qui était la plus courante, c'était l'équivalent carbone. Alors pourquoi c'était l'équivalent carbone? Parce que l'équivalent carbone a l'avantage d'être très simple pour relier émission et extraction, puisque quand vous extrayez un atome de carbone d'un réservoir de pétrole et que vous en faites du CO2, c'est exactement quand vous extrayez 1 kg de carbone d'un réservoir de pétrole et que vous en faites du CO2, ça faisait 1 kg équivalent carbone de gaz à effet de serre. Donc c'était très très simple, on avait une correspondance 1 pour 1. Mais comme les industriels ont commencé à mesurer leur CO2, puis d'autres activités, du coup la comptabilité maintenant s'est déplacée vers le CO2, et pour faire le lien avec le carbone, eh bien, il faut diviser par 44/12 si de temps en temps vous voyez ce genre de choses. Voilà, donc faites attention, de temps en temps, les physiciens, eux, ils continuent à compter en carbone. Quand vous regardez les inventaires d'émissions, vous avez des pétagrammes de carbone, c'est-à-dire des millions de tonnes, si ma mémoire est bonne. Donc les physiciens continuent à compter en carbone, alors que les agents économiques comptent en CO2. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir. Il y a un rapport 44/12 entre les deux. Alors maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de facteurs d'émission qui sont le résultat soit de données d'observation, c'est-à-dire un jour on a vraiment fait des trucs en laboratoire, soit derrière qui sont des résultats de calculs plus ou moins sophistiqués. Donc là, en gros, vous avez essentiellement des données d'observation, et ça concerne les choses qui brûlent et qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Donc ici, vous avez des combustibles solides. Donc là, vous voyez tourbe, lignite, ça c'est des combustibles solides de mauvaise qualité. Huile de schiste, j'en ai parlé un tout petit peu au moment du cours sur les combustibles fossiles. Les huiles de schiste, c'est pas le shale oil, c'est ce qu'on appelle le schiste bitumineux, c'est-à-dire un kérogène qui n'a pas terminé d'être pyrolysé et qu'il faut chauffer à la main pour en extraire des combustibles. Et donc vous avez évidemment, comme il faut le chauffer, un très mauvais rendement énergétique, et donc vous avez de très fortes émissions par unité à l'arrivée.
Donc ce que vous voyez ici, c'est les combustibles solides, puis vous avez les combustibles liquides, puis vous avez les combustibles gazeux. Ce que vous voyez, c'est que bien évidemment, sans grande surprise, tous les combustibles fossiles, quels qu'ils soient, émettent du CO2. Ce que vous voyez également, c'est qu'à chaque fois que vous passez d'un combustible à la catégorie juste en dessous qui émet un peu moins, vous gagnez 25 à 30%. Donc quand vous passez du charbon au pétrole à même quantité d'énergie thermique libérée, vous gagnez 25 à 30%, et quand vous passez du pétrole au gaz, à nouveau, vous gagnez 25 à 30% par unité d'énergie thermique. Ici, vous voyez apparaître quelque chose qui est déjà quelque chose de composite. Vous voyez apparaître biocarburant avec déforestation. Alors, biocarburant avec déforestation, c'est déjà composite, parce que ça veut dire que vous avez tenu compte des émissions de production du biocarburant. Je vous en ai un peu parlé pendant le cours sur les énergies renouvelables. Pour faire des biocarburants, il faut faire des cultures. Donc il faut produire des engrais azotés, faire passer le tracteur, faire pousser le maïs ou le colza, récolter tout ce truc-là, soit le presser si c'est des huiles, soit le distiller si c'est de l'éthanol, etc. Tout ça, ça vous occasionne des émissions. Donc vous avez les émissions que vous allez retrouver là-dedans. Mais vous avez une deuxième catégorie d'émissions que vous allez retrouver là-dedans, c'est que si ces agrocarburants ont poussé sur des surfaces qui ont été déforestées pour l'occasion, ou que vous avez engendré de la déforestation indirecte, donc vous remplacez des cultures alimentaires et c'est ailleurs que la déforestation va permettre de refaire des cultures alimentaires, eh bien à ce moment, il faut tenir compte du fait que cette déforestation est aussi une source d'émissions. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'à partir du moment où pour faire des agrocarburants on est obligé de déforester, c'est pire que si on utilisait du pétrole. Donc, utiliser du pétrole, remplacer du pétrole par des agrocarburants qui nécessitent de la déforestation, c'est pire que d'utiliser du pétrole. Oui. Quand on fait ce calcul, est-ce qu'on tient compte du fait qu'on puisse réutiliser le terrain sans avoir besoin de redéforester à chaque fois pour refaire pousser des... Ah bah si vous ne déforestez pas, ça ne rentre pas dedans. Là je dis, c'est s'il y a de la déforestation. Pardon ? Donc la deuxième fois où on en refait pousser, ah non, alors cette déforestation, elle est imputée sur 50 ans. Ou 40, je ne sais plus, enfin bon, elle est imputée sur une durée longue. Non, non, c'est pas l'année de la déforestation, hein, parce que alors là, je peux vous dire que le graphique passe le plafond. J'avais retenu qu'un kilo de charbon, c'était 1 kWh, donc je me suis trompé ou alors il y a... Non, c'est pas ça la correspondance de 1 pour 1, c'est 1 kWh d'électricité au charbon fait 1 kg de CO2. Mais c'est de l'électricité au charbon, c'est pas du kilowattheure thermique. Donc pour passer au kilowattheure électrique, il faut faire intervenir le rendement de Carnot. D'accord? Donc il faut diviser par 0,4 pour avoir le contenu du kilowattheure électrique. Enfin, ou là, en l'occurrence, du mégawattheure électrique. Faites attention parce que ça aussi, c'est piégeux. C'est très très fréquent que les gens confondent les kilowattheures thermiques et les kilowattheures électriques. Hein. Voilà, vous avez quand même un tout petit delta entre les deux. Voilà, donc bien évidemment, quand vous voyez ça, une des choses que vous vous dites, c'est que pour décarboner nos activités, une des possibilités, évidemment, c'est de passer des énergies de gauche vers les énergies de droite en évitant soigneusement. Donc il faut qu'on ait un petit effet quantique qui nous fasse passer à travers les deux barres là, des biocarburants avec déforestation dont on ne veut pas. Mais sinon, dès qu'on arrive à passer des énergies de gauche vers les énergies de droite, à consommation constante, on a gagné un petit quelque chose sur les émissions. En ce qui concerne l'électricité, on y vient. Eh bien, ici, vous avez le facteur d'émission d'un certain nombre d'électriciens. Et ce facteur d'émission, donc là, en l'occurrence, c'est par kilowattheure électrique, enfin, par mégawattheure électrique. Ce facteur d'émission, il est très dépendant de la manière dont l'électricien va faire son électricité. Donc, quand il est à gauche, par exemple, celui-là, c'est qu'il fait essentiellement du charbon. Et quand il est à droite, ici, c'est qu'il a essentiellement soit de l'hydraulique, soit du nucléaire. Hein, c'est comme ça que ça se lit cette courbe. Donc là, vous comprenez aussi que de passer du charbon puis du gaz à l'hydroélectricité et au nucléaire est aussi un moyen, enfin et aux énergies renouvelables, est aussi un moyen de faire baisser le facteur d'émission de l'électricité. Quand vous regardez aujourd'hui, soit dit en passant, le facteur d'émission de l'électricité moyen d'un certain nombre de pays que vous avez ici,
avec la part de l'hydroélectricité et du nucléaire dans le mix, vous voyez que vous avez une relation raisonnablement inverse. Hein? Donc à l'instant où je vous parle, là c'est encore valable. Bon, il y a quelques exceptions qui sont le Danemark, il y a une petite exception, mais encore. Le facteur d'émission de la production électrique est en gros une fonction inverse de la part du nucléaire et d'hydroélectricité que vous avez dans le... Enfin, de renouvelable, pardon. Donc le Danemark, c'est pas de l'hydro, mais sinon pour les autres, c'est essentiellement du renouvelable. Vous voyez, le Brésil, c'est essentiellement de l'hydro. Ici, la Suisse, c'est essentiellement de l'hydro. La Norvège, c'est essentiellement de l'hydro. La Suède, c'est essentiellement de l'hydro. La France, ça, c'est de l'hydro. Donc, à part le Danemark et un peu l'Allemagne, globalement, vous avez une relation inverse entre hydro et nucléaire et facteur d'émission. Voilà, donc ça c'est, si je regarde beaucoup de pays dans le monde, vous avez une grande variété, je ne vais pas y revenir. Voilà. Alors après, vous avez également des facteurs d'émission élémentaires dans la production des matériaux de base. Quand vous faites une tonne d'acier, vous avez été chercher du minerai, vous avez besoin pour ça d'engins de mine, et puis surtout, vous allez avoir besoin de charbon spécial qui s'appelle du coke, pour réduire votre minerai de fer, hein, donc vous avez votre molécule d'oxyde de fer qui est réduite par du carbone, et évidemment le carbone oxydé c'est du CO2 et il part dans l'atmosphère. Donc, pour faire du fer, vous allez émettre du CO2. Pour faire des métaux, de manière générale, vous allez émettre du CO2. Une bonne partie des métaux aujourd'hui sont faits dans des fours. Et ces fours, pour partie d'entre eux, sont alimentés par de l'électricité. Par exemple, les fours à nickel sont alimentés par de l'électricité. En ce qui concerne les fours à cuivre, sont également pour partie alimentés par de l'électricité. Quand vous fabriquez de l'aluminium, je vais en détailler juste un peu après, vous utilisez également des grandes quantités d'électricité parce que l'aluminium se fabrique par électrolyse de l'alumine. Et donc, c'est essentiellement l'aluminium, l'électricité compte pour 30 à 40% des coûts de production. Donc, c'est un très gros consommateur d'électricité, une fonderie d'aluminium. Et comme vous allez utiliser donc à la fois des engins de mine, de l'énergie carbonée pour réduire les molécules qui sont oxydées et éventuellement d'électricité pour porter à haute température, eh bien vous avez, sans grande surprise, des émissions dans la production de tout un tas de matériaux de base. Alors vous voyez que dans tous ceux que je vous ai montrés là, le plus émissif c'est l'aluminium suivi de près par le nickel, mais je ne vous ai pas montré l'or, considérablement plus émissif par unité de poids. Je ne vous montre pas les diamants, extrêmement émissifs par unité de poids, ou les terres rares qui sont également raisonnablement émissifs par unité de poids si vous allez chercher que ça. Donc mais par contre, on ne fait pas des grandes quantités. Donc les émissions de l'industrie de production de matériaux de base dans les métaux, les émissions les plus importantes au monde, c'est l'acierie, à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et dans les minéraux non métalliques, c'est le ciment, avec à peu près 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, du côté de ce qui n'est pas les métaux, c'est le ciment qui produit le plus en valeur absolue sur Terre, et du côté des métaux, c'est l'acier. Mais par contre, par unité de poids, évidemment, c'est pas nécessairement comme ça que ça s'écrit. Donc, ces facteurs d'émission-là, eux, ils font l'objet d'analyses qui restent des analyses de terrain un peu détaillées. Oui ? C'est de la chaleur, parce que pour faire vos plastiques, vous avez besoin de raffiner du pétrole. Ensuite, vous avez besoin d'un truc qui s'appelle un vapocraquer, qui, comme son nom l'indique, craque, donc a besoin de haute température. Ensuite, vous allez faire des monomères. Ces monomères, vous allez les polymériser. Là-dessus, vous avez encore besoin de chaleur. Enfin, vous allez les mettre en forme. Alors ça, c'est quand même moins de chaleur, mais c'est de la chaleur quand même. Donc en fait, vous avez des gros besoins de chaleur dans toute la chaîne de la fabrication du plastique. Voilà maintenant quelque chose qui vous montre qu'en ce qui concerne les matériaux de base, vous avez pour certains d'entre eux une grande variabilité du facteur d'émission qui est possible. Alors pas pour tous. Quand vous faites de l'acier primaire, donc je le redis, les émissions de l'acier primaire, c'est essentiellement réduire avec du carbone de l'oxyde de fer. Réduire avec du carbone de l'oxyde de fer, vous avez un rapport stoichiométrique que vous ne pouvez pas violer.
Dans une molécule d'oxyde de fer, Fe2O3, vous avez besoin d'1,5 atome de carbone pour réduire la molécule et vous ferez jamais moins. Ce qui veut dire que vous avez une limite basse aux émissions en dessous desquelles vous pouvez descendre tant qu'on fabrique du fer, ou de la fonte plus exactement, en réduisant du minerai de fer. Tant qu'on fait ça, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un certain niveau. Il y a d'autres procédés de fabrication de métaux pour lesquels vous avez une variabilité qui est beaucoup plus grande. Et l'aluminium est un cas très intéressant parce que, comme je disais, l'essentiel des émissions de la fabrication de l'aluminium, c'est les émissions qui sont liées à la production de l'électricité qui va être utilisée pour l'électrolyse. Donc si vous allez en Australie, donc comme vous le savez, j'espère que je ne vais vexer personne dans cette salle, ils sont charbonnés jusqu'au cou, eh bien vous allez avoir, en ce qui concerne la production de l'aluminium, quasiment un facteur 10 par rapport à si vous faites l'aluminium en Islande ou en France. D'accord ? Parce que dans un cas, l'Islande a énormément de fonderies d'aluminium, parce que comme ils ont énormément d'hydroélectricité, et donc de l'électricité pas chère, eh bien, ils accueillent, et par ailleurs, ils n'ont pas de problème d'espace, et enfin, ils peuvent mettre des fonderies près des ports, donc là où c'est pas cher d'acheminer du minerai en grande quantité, eh bien, ils ont développé une industrie significative dans la fonderie de l'aluminium. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que selon que vous êtes au meilleur niveau avec de l'électricité hydraulique et nucléaire ou au pire niveau avec du charbon, eh bien, vous vous baladez entre un peu moins de 2 et plus de 20 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Il y a un petit talon irréductible ici, tout en bas, qui est que pour électrolyser de l'aluminium aujourd'hui, on utilise des anodes en carbone, qui sont même faits en coque de pétrole. Il y a une société française qui fait ce genre de choses. Ces anodes se consomment au cours du processus d'électrolyse. Et ces anodes se consomment au cours du processus d'électrolyse en donnant notamment des gaz fluorés, parce que le bain d'alumine, il y a des adjuvants fluorés, et ces anodes se consomment en vous donnant CF4 et C2F6, qui sont des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Donc ce n'est pas émis en très grande quantité, mais c'est extrêmement puissant. Et donc ça fait un talon lié au process qui est compliqué à enlever. Alors maintenant, on va regarder des facteurs d'émission qui sont un peu plus composites, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire les facteurs d'émission que je vous montre là, il a déjà fallu embaucher une société comme la mienne ou un concurrent pour faire un calcul un peu complet et un peu sophistiqué à partir d'autres facteurs d'émission qui avaient déjà été créés. Ici, vous avez les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au fait de déplacer une personne sur 1 km, c'est ça qu'on appelle un passager kilomètre. Donc si c'est une personne sur 10 km, c'est 10 passagers kilomètres, 10 personnes sur 1 km, c'est aussi 10 passagers kilomètres. Donc un passager kilomètre en fonction du mode de transport. Vous avez ici une première case en vert clair qui s'appelle fabrication. Fabrication, c'est la fabrication du moyen de transport. Quand vous roulez en voiture, vous avez besoin de fabriquer la voiture. Votre voiture pèse entre 1 tonne et 1 tonne et demie. Là-dedans, vous avez 70% d'acier. Vous avez un petit 10% de plastique et autres dérivés. Vous avez des textiles, vous avez des fluides, vous avez de l'électronique. Vous avez aujourd'hui dans une voiture l'équivalent de 2 à 3 ordinateurs. Et évidemment, il a fallu fabriquer tout ça. Si je regarde les émissions de fabrication d'une voiture aujourd'hui, c'est de l'ordre de 6 tonnes de CO2 par tonne de voiture. Votre voiture va faire 200 000 km sur sa durée de vie. 6 tonnes de CO2 divisé par 200 000 km, ça me fait combien de grammes de CO2 par kilomètre? Je vous l'ai dit au début du cours, si vous arrivez à faire des règles de 3, des calculs d'ordre de grandeur, je suis un homme heureux. Pardon? 600 000 6 tonnes divisé par 200 000? 6 divisé par 3? 6 divisé par 2, pardon, ça peut faire 5. 30, on est d'accord. Donc ça vous fait 30 grammes de CO2 par kilomètre. D'accord? Ensuite, là en l'occurrence c'est 25, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez une case bleue là qui s'appelle amont. Alors amont, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est les émissions de production du carburant. Parce que votre voiture ne roule pas au pétrole brut, elle roule au carburant raffiné.
Alors aujourd'hui, si c'est de l'essence, c'est très bien, si c'est du diesel, c'est très mal, mais au carburant raffiné. Pour raffiner, pour extraire, transporter et raffiner le pétrole, il a fallu émettre, là aussi, des gaz à effet de serre, puisque une partie du pétrole est partie dans le processus, et ça représente en gros 15% des émissions de combustion qui ont lieu dans la voiture. Bien évidemment, votre voiture, elle va brûler en direct du carburant, donc vous avez ici les émissions de combustion. Et enfin, il y a des endroits où je ne vous ai pas discriminé tout ça, donc ici vous avez un tout compris qui évite de vous faire la part des choses. Alors ce que vous voyez ici, c'est que en fonction du fait que vous ayez de l'essence ou du gazole, vous avez des émissions qui sont très voisines, un peu légèrement, enfin très légèrement inférieures pour le gazole, mais très voisines. Vous voyez également que vous avez des émissions qui aujourd'hui, avec le taux de remplissage actuel des voitures, sont de l'ordre de 150 grammes par passager kilomètre. Si vous regardez la documentation fournie par le constructeur pour cette voiture-là, il ne va pas vous dire 150, il va probablement vous dire 80. Il va vous dire 80 pour deux raisons. D'abord parce qu'il va vous raconter des carabistouilles sur la consommation réelle de la voiture. Donc il va vous dire elle consomme 4 litres au 100 en cycle urbain, et alors que vous regardez votre vraie consommation et c'est 6. Et la deuxième chose, c'est que le constructeur ne tient pas compte ni de ça, ni de ça. Et donc le résultat des courses, c'est que pour avoir les vraies émissions de CO2 de ce que vous faites quand vous êtes en voiture, vous prenez les émissions normalisées que vous donne votre constructeur et vous multipliez par 2. Voilà, et ça vous donne la vérité vraie, comme disait l'autre. Ensuite, ici, vous avez d'autres facteurs d'émission. Donc, vous voyez par exemple le bus RATP. En moyenne, je ne dis pas aux heures de pointe, mais en moyenne, il émet à peu près comme une personne en voiture, parce qu'il y a une bonne partie de la journée où il est vide. Hein, où il est quasiment vide. Voilà, donc vous avez d'autres, bon la moto ça émet en moyenne plus, du reste quelquefois c'est pas bien, faut le dire à personne, il m'est arrivé de prendre une moto-taxi pour aller à une matinale de radio, et donc évidemment j'ai demandé au chauffeur de la moto-taxi combien consommait sa moto-taxi. J'ai aussi demandé combien ça pesait, du reste j'ai été estomaqué. Est-ce que vous savez combien ça pèse une grosse moto, la Jean Goldwyn? Ouais, 600 kilos. La 2 chevaux dans laquelle j'ai appris à conduire en pesait 500. 600 kilos, c'est là. Je lui ai demandé comment il faisait pour la relever si elle tombait par terre. Il m'a dit j'y arrive. Bon. Son truc consomme plus que ma voiture. Je m'en sers pas souvent, mais consomme plus que ma voiture. Donc, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, la grosse moto, c'est pas parce que c'est un petit engin compact, j'ai envie de dire, que ça consomme moins qu'une voiture. Les grosses motos consomment globalement plus que les citadines. Oui. Ils sont censés le faire. Absolument. Oui, tout à fait. Donc il y a des normes UTAC, enfin maintenant qui ont été remplacées par d'autres normes qui sont censées être plus proches de la vérité, parce que vous aviez jusqu'à 40% d'écart entre ce que disait le constructeur sur la consommation de son véhicule et ce qui se passait dans la vraie vie. Moi, je peux vous dire, je prends la voiture 5 fois par an pour partir en vacances, mais les 5 fois par an où je la prends, je peux vous dire, je suis l'œil rivé sur l'ordinateur de bord à essayer de voir comment je peux arriver au truc le plus bas possible. Jamais une fois dans ma vie, je ne suis arrivé à la consommation de la documentation. Jamais. Je roule à 120 sur l'autoroute, rien, quoi. Rien n'y fait. Ça marche pas. Bon. Voilà, mais parce qu'à ce moment-là, vous êtes seul en voiture, vous êtes sur du plat, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pente, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, vous êtes en sous-régime, je ne sais pas quoi, enfin, vous faites tout ce qu'il faut, vous n'avez pas les mêmes pneus, ils ne sont pas gonflés pareil, enfin bon, vous avez un milliard d'astuces qui sont faites pour que ça consomme. Donc, il y a vraiment un moment où la voiture consomme ça, et ce n'est pas quand vous êtes dedans. Vous voyez ici qu'en ce qui concerne le train, vous avez globalement en France des émissions beaucoup plus faibles. Cela étant, si vous prenez un TER au diesel, vous commencez à avoir quelque chose qui est significatif, et il se trouve que quand vous êtes dans un TER au diesel mal rempli, il vaut beaucoup mieux être dans un autocar bien rempli, ça émet beaucoup moins de CO2, en ce qui consiste s'il est au gazole. Hein.
Je me rappelle une fois avoir pris un TER au gazole, qui est magnifique du reste, pour aller de Besançon à Neuchâtel. Le paysage est absolument magnifique, je vous conseille de le faire tant qu'il sera là. Mais par contre, on était, je sais pas, 4 dans le train, dans le TER au diesel en question, donc je pense que ça a été un des plus mauvais bilans carbone au kilomètre de ma vie. Il aurait beaucoup mieux valu que je roule en Porsche sur le même itinéraire. Non, pas en Porsche, en vélo électrique. Donc si vous avez un mode ferré, donc normalement efficace, mais fonctionnant aux hydrocarbures et mal rempli, vous pouvez quand même avoir un facteur d'émission qui est pas complètement négligeable. Et soit dit en passant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si vous êtes en Allemagne, donc avec une électricité qui est beaucoup plus carbonée que la française, eh bien, en Allemagne, un train pas très bien rempli et un autocar bien rempli sont au même niveau en ce qui concerne les émissions par passager et par kilomètre. Hein? Bon, ben voilà. Ici, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Ici, vous avez les émissions par passager kilomètre dans un certain nombre de pays. Alors, ce que vous voyez, c'est que la Suisse et la Suède sont les mieux placés, de très loin. Nous, on n'est pas là, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Alors, la raison pour laquelle la Suède et la Suisse sont très bien notées, oui. C'était sur la slide précédente. Si on devait rajouter la construction de l'infrastructure pour le TGV, ça donnerait quoi? Parce que c'est un argument qui ressort souvent. Alors, c'est significativement plus haut. Je regarde si j'ai une slide après qui donne ça. Oui, j'ai ça après. Je vais vous le montrer. Donc ici, vous avez vous voyez que les émissions peuvent varier. Alors ça varie en fonction du mix électrique du pays. Si vous êtes dans un pays dans lequel l'électricité est carbonée ou vous avez beaucoup de trains au diesel, eh bien ça peut être élevé. Par exemple, je suis allé à Copenhague en train, en croyant bien faire, enfin si j'ai quand même bien fait par rapport à l'avion, et il se trouve qu'une partie du trajet entre Hambourg et Copenhague se fait, quand on fait le trajet de jour, se fait dans un train au diesel. Voilà. Qui par ailleurs fait un truc qui en rajoute encore aux émissions, c'est qu'à un moment, il rentre dans un ferry pour traverser un bras de mer. Donc, vous rentrez dans le ferry, il débarque tout le monde du train, il vous envoie saucissonner au premier étage. Donc vous avez double peine pour les émissions. Donc vous pouvez avoir en fonction de la part de diesel dans la motorisation et du mix électrique du pays et du taux de remplissage, des émissions qui varient fortement. La Suisse coche toutes les cases, l'électricité est très décarbonée, et le taux de remplissage des trains est excellent, et c'est excellent pas juste parce que les Suisses sont des gens formidables, mais parce que comme ils ont un pays très montagneux, ils ont urbanisé en linéaire en fond de vallée, parce que l'étalement urbain sur les flancs de montagne c'est compliqué, et donc tous les gens habitent pas loin de la gare. D'accord ? Donc vous pouvez avoir un taux de remplissage des trains extrêmement élevé. Quand vous êtes dans le plat pays qui est le nôtre, aussi un peu, et que vous êtes dans un pays de plaine, à ce moment, vous vous urbanisez en étoile, et en étoile, tout de suite, vous allez avoir une densité d'habitants au kilomètre carré beaucoup trop faible pour que ça soit rentable d'avoir des trains partout. Alors que si vous êtes urbanisé en linéaire le long d'un fond de vallée, vous gardez une densité élevée d'habitants au kilomètre carré tout le long de la voie, et donc vous pouvez avoir un train qui est rentable. Oui. Oui. Alors ça dépend ce qu'il y avait sur la petite ligne. Et ça dépend à quel horizon vous vous projetez dans l'avenir. Si vous regardez à très court terme, vous fermez la petite ligne et la petite ligne était empruntée par 4 pingouins le matin et 3,5 le soir, et le truc était au diesel. Ben là, en l'occurrence, il vaut beaucoup mieux que les gens prennent leur voiture quelque part, ça va faire moins d'émissions. Si vous raisonnez à l'envers et vous vous dites non, c'est un élément d'aménagement du territoire, donc je garde le train, comme ça les gens vont déménager et se mettre à habiter près de la gare quand le pétrole va devenir plus contraint, à ce moment vous renversez le raisonnement. Donc ça dépend de l'horizon de temps que vous prenez et ça dépend des autres trucs qui se passent autour. Donc la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Alors, on recommence, mais cette fois-ci, on fait intervenir l'avion. Alors, vous voyez qu'en ce qui concerne l'avion, vous avez globalement des émissions, notamment en ce qui concerne le court courrier,
qui sont significativement plus élevés que ce que vous avez en voiture. Mais le pire, vous voyez, c'est rigolo, c'est d'aller sur le Queen Mary. Si vous allez sur le Queen Mary, c'est pas bien du tout, parce que ce truc consomme énormément. Globalement, retenez qu'en ce qui concerne l'avion en seconde, vous allez consommer à peu près autant de carburant qu'en voiture, mais par contre, évidemment, pour des trajets qui seront en moyenne considérablement plus longs. Donc si on regarde les émissions, non pas par passager kilomètre, mais par trajet, en avion, vous êtes un facteur 100 au-dessus d'un trajet en voiture. Donc quand vous franchissez la porte d'un aéroport pour monter dans un avion, vous allez en moyenne émettre 100 fois plus que quand vous ouvrez une portière de voiture pour monter dedans, dans les heures qui vont suivre. Voilà la réponse à la question qui avait été posée sur le train. Donc ici, vous avez un graphique dans lequel vous avez toutes les émissions qui sont prises en compte. Et en ce qui concerne le TGV, vous avez là la construction de l'infrastructure, donc pour une ligne récente. Alors ce que vous voyez, c'est que même en faisant intervenir l'infrastructure, le train reste quand même plus performant que la voiture. Vous êtes en contact fer-fer, le taux de remplissage est bien meilleur et l'électricité est décarbonée alors que le carburant ne l'est pas. Donc si vous êtes en France, il n'y a juste pas photo. Si vous avez le choix entre le TGV, la voiture et l'avion, c'est le train qui remporte tous les suffrages en ce qui concerne les émissions de CO2. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être vu passer récemment dans l'actualité une proposition de loi qui a été déposée au Parlement et qui vise à interdire une partie des vols domestiques en avion à partir du moment où le train ne vous rallonge pas le trajet de plus de 2h30. Alors je précise que c'est le trajet limité au seul vol. Mais quand vous allez prendre l'avion, vous avez du temps avant, parce qu'il faut aller jusqu'à l'aéroport. Donc si vous partez de la ville, il y a le temps pour aller jusqu'à l'aéroport, le temps où vous poirotez ou vous faites papouiller dans l'aéroport, et symétriquement de l'autre côté, si vous avez une valise, le temps que vous allez poireauter pour attendre votre valise, puis ensuite le temps que vous allez prendre pour aller de l'aéroport jusque dans la ville où vous allez. Hein? Eh bien, tout ce temps mis bout à bout, c'est au bas mot 1h30 à 2h. Hein? C'est au bas mot 1h30 à 2h. Donc ce qui veut dire que si le delta de temps dans la proposition de loi c'est 2h30, en fait le temps que vous allez vraiment passer en plus, c'est plutôt de l'ordre de la demi-heure. Voilà, c'est juste pour un petit rectificatif. Et ce projet de loi est très exactement basé sur le différentiel d'émissions que vous avez là, c'est-à-dire qui dit, bon, dans un certain nombre de cas de figure, on demande aux gens de prendre le train et pas l'avion. Oui ? Concrètement, cette proposition de loi, le derrière a été discutée en termes d'économie, ça a vraiment un impact ou c'est juste la loi? Non, ça a un impact parce que, encore une fois, vous voyez ici que, en ce qui concerne le train, vous êtes à 30 grammes par passager kilomètre. En ce qui concerne l'avion, vous êtes à 150. Et là, je vais vous parler rapidement de ce qu'on appelle le hors Kyoto. Donc, vous avez quand même un facteur 5. Et si vous êtes sur une voie qui est déjà abortie, donc si vous faites, par exemple, à Paris-Clermont-Ferrand, sur une voie de chemin de fer qui n'est pas TGV et qui existe depuis longtemps, ou d'ici quelques dizaines d'années un Paris-Lyon sur une voie qui a été amortie. Si vous regardez en coût marginal, en fait, la voie est déjà amortie, hein, quelque part. Eh bien, à ce moment, vous avez plutôt, non pas un facteur 5, mais plutôt un facteur 20 en faveur du train. Donc, oui, ça fait quand même quelques millions de tonnes de CO2 dans l'histoire, quoi. Le nombre de passagers qui est impacté est faible. Et par ailleurs, alors vous avez beaucoup de gens qui sont en transit, en correspondance, et par ailleurs, vous impactez globalement des gens pour qu'ils n'aient pas un besoin vital. 75% du trafic aérien, c'est des loisirs ou aller rendre visite à des amis. Bon, mais personnellement, j'ai un peu de mal à mettre ça dans la catégorie besoin vital, si vous voulez. Donc si vous allez poireauter 1 heure de plus pour rendre visite à des amis ou partir en vacances, c'est pas moi que ça va faire pleurer, hein, en tout cas. Voilà, donc il y a une gêne qui est somme toute très minime pour un bénéfice par contre qui est raisonnablement, enfin qui sur ces trajets-là est très significatif. Mais ma question c'est pas on a un facteur sur le passager kilomètre et le nombre de passagers par an. Vous avez en gros 1 million de passagers par an qui sont concernés par la mesure qui est proposée.
qui laisse de côté la plus grosse ligne domestique française, qui est le Paris-Toulouse, et qui est probablement une des plus grosses liaisons domestiques en Europe, où il y a plus de 2 millions de passagers par an. Bon, mais si ça ne tenait qu'à moi, je le collerais aussi dedans, parce que vous avez un train qui fait Paris-Toulouse. Moi, j'ai un collaborateur qui habite à Toulouse depuis la création de Carbone 4, donc ça fait 10 ans qu'il habite à Toulouse, et ça fait 10 ans qu'il vient à Paris en train. Et il est toujours vivant aux dernières nouvelles. Pardon. Vous avez montré les émissions des ferries au kilomètre tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que pour aller aux États-Unis, l'avion c'est le meilleur moyen? Ah, alors ça c'est le Queen Mary, ça. Donc c'est un truc de croisière, etc. Si vous faites comme DiCaprio dans Titanic, c'est-à-dire que vous entassez les gens en 3e classe, vous baisserez un peu le facteur d'émission. Après, il faut voir aussi que là, c'est des navires à passagers, donc il n'y a pas de fret. Mais si vous êtes le passager marginal sur un cargo de bananes, on va évidemment pas du tout faire le même calcul. Et là, vos émissions seront beaucoup plus basses. Il y avait encore une question? Non, je ne sais plus. Oui. C'est exactement la question du fret. Le ferry de jour, en fait, il prend que des passagers dans cette affaire-là. Le ferry de nuit, il prend aussi du fret. Donc voilà, vous voyez qu'en France, le car Macron pour remplacer des trains, c'est pas une bonne idée pour les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, on va aller un peu ailleurs. Donc on va aller par exemple en Pologne. Alors le Pologne, je ne sais pas s'ils ont TGV pour le moment, on aurait pu aller en Allemagne. Bon. Ce que vous voyez, c'est qu'en Pologne, il vaut mieux se balader en car qu'en train, à cause du fait que l'électricité est au charbon, si le train n'est pas bien rempli. Vous voyez, le train ici n'est rempli qu'aux 3/4. Mais enfin, cela étant, et le car est déjà à 20 passagers, dans tous les cas de figure, c'est mieux que la voiture, mais vous voyez que l'écart entre les deux est considérablement plus faible. Et autant en France, c'est l'infrastructure qui domine, donc le fait d'avoir construit la ligne, autant en Pologne, ce qui domine, c'est le fait de faire avancer le train. Oui? Ah oui, pardon. Hors Kyoto, c'est les effets sur le climat de l'aérien qui ne sont pas dans les inventaires d'émissions. Alors dans les inventaires d'émissions, je vous ai dit, on compte le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés. Vous ne comptez pas la vapeur d'eau. Or, il se trouve que l'avion, en régime de croisière, il vole à la limite de la troposphère. C'est-à-dire il vole à la limite entre la couche atmosphérique la plus basse, celle qui touche le sol et qui s'appelle la troposphère, et la couche suivante qui s'appelle la stratosphère. Et il vole à cet endroit-là parce qu'à cet endroit-là, vous avez une inversion de température et c'est là qu'en termes d'optimum, portance, vitesse, etc., c'est là qu'il se trouve bien. Or, il se trouve que le kérosène utilisé dans les avions émet de la vapeur d'eau quand on le brûle. Ça engendre de la vapeur d'eau. Une partie de cette vapeur d'eau va passer dans la stratosphère et à cause de la limite convective que j'avais expliquée pendant le cours sur le changement climatique des nuages à la tropopause, cette vapeur qui rentre dans la stratosphère, elle va mettre longtemps avant d'en sortir. Or, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc ça va contribuer à un supplément de réchauffement climatique. Vous avez également les traînées de condensation des avions. Vous avez tous vu les traînées de condensation des avions. Et bien, les traînées de condensation des avions ont le même type de forçage radiatif que les cirrus, c'est-à-dire que leur effet de serre l'emporte sur leur effet réflexif. Donc, les traînées de condensation des avions accroissent le forçage radiatif. Aux États-Unis, juste après le fameux 11 septembre, vous vous rappelez du fameux 11 septembre? Oui, vous étiez jeune. Bon. C'est le jour où les 2 tours du World Trade Center sont partis au tapis. Juste après, les États-Unis ont interdit toute circulation aérienne sur le territoire pendant plusieurs jours. Eh bien, on a constaté une baisse des températures, nocturnes en particulier, de quelques degrés, pendant les jours où la mesure s'est appliquée. Les États-Unis, c'est 1/4 du trafic aérien mondial. Hein. Donc 1/4 des avions qui circulent dans le monde se baladent à l'intérieur des États-Unis. Donc au moment où on a supprimé ça, ça a instantanément supprimé un terme très significatif de forçage radiatif aux États-Unis. Et donc les températures, la nuit, ont baissé. Voilà, donc c'est ça le hors Kyoto. Et j'appelle ça le hors Kyoto parce que ça n'est pas dans les inventaires. Mais l'effet de ces gaz-là
se balade n'importe où entre 20% de surplus et un doublement en fonction de la personne qui s'exprime, de la manière dont on fait les calculs, etc. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est quelque chose de significatif. Voilà maintenant des facteurs d'émission en ce qui concerne la production de la nourriture. Alors la production de la nourriture conduit à plusieurs types d'émissions. D'abord, vous avez besoin, dans un certain nombre de cas de figure, d'engins qui consomment directement des hydrocarbures. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez par exemple les crevettes. Les crevettes, c'est de la pêche. C'est une pêche qui est peu sélective parce que vous vous baladez avec des filets qui ont des petites mailles. Donc vous attrapez certes des crevettes, mais tout un tas de trucs qui ne vous intéressent pas. Et donc en moyenne, la pêche à la crevette vous attrape 80% de prises accessoires. Donc des trucs qui ne sont pas des crevettes, des tout petits poissons, des machins, etc. que vous allez ou donner aux pêcheurs ou rejeter. Du coup, la pêche à la crevette, vous avez besoin de beaucoup de diesel par kilo de crevettes pêchées, plus que pour les autres poissons, plus que le poisson que vous avez là. Et les poissons tropicaux, c'est parce que vous avez des thoniers qui sont des gros machins qui consomment plein de carburant. Alors vous allez me dire maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a du pétrole dans le bœuf? Parce que, sauf erreur de ma part, le bœuf ne se pêche pas avec un bateau de pêche qui consomme du diesel. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du pétrole dans le bœuf? Oui. Oui, alors absolument. Il y a toute la mécanisation agricole de la nourriture qu'on lui donne, mais le poste dominant là-dedans, en fait, c'est pas du pétrole, c'est du gaz. Et il sert à... Non. On avait parlé pourtant. À quoi sert le gaz dans l'agriculture? Voilà. Le gaz sert à faire des engrais. La fabrication des engrais émet du CO2, comme toute fabrication de tout produit chimique. La fabrication des engrais démarre, soit dit en passant, avec de la production d'hydrogène. Donc faire de l'hydrogène en grande quantité, on sait très bien faire aujourd'hui, on craque du méthane, et on fait ça en chauffant donc très fort du gaz naturel. En fait, c'est du réformage. On prend du gaz naturel qu'on mélange à de la vapeur d'eau, puis on chauffe tout ça très fort, et on obtient un mélange d'hydrogène et de CO2. Donc ça fait plein de CO2, cette histoire-là. Derrière, on fait de l'ammoniac, et derrière, on fait des engrais. Ces engrais vont être utilisés pour les cultures végétales qui vont elles-mêmes servir à nourrir les animaux. Je rappelle que 80% de la surface agricole française est dévolue à la nourriture d'animaux. Tout le maïs, toutes les prairies, la moitié du blé, toute la luzerne, etc. Donc une bonne partie, l'essentiel de ce qu'on cultive en France, ne sert pas à nourrir des hommes, mais à nourrir des animaux. Donc vous avez le gaz de la fabrication des engrais et le pétrole de la mécanisation. De telle sorte que quand vous mangez 1 kilo de bœuf, vous mangez 1 kilo d'hydrocarbures. Vraiment. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Mange 1 kilo d'hydrocarbures. Là-dessus, vous avez un deuxième contributeur dans les produits agricoles qui est le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote vient de... toujours des engrais, mais plus précisément de... À quel moment ça se produit? À quel moment, dans l'utilisation des engrais, on a des émissions de protoxyde d'azote? Après épandage, absolument. Quand vous mettez l'ammonitrate sur le sol, enfin les produits azotés et l'urée, vous avez une petite partie de ces produits qui, sous l'effet de l'activité microbienne, se réduit et vous donne du protoxyde d'azote. Et enfin, vous avez du méthane pour tous les produits qui viennent du cheptel bovin, et ça, ce méthane, c'est la fermentation entérique des animaux. Oui? Parce que vous allez me trouver la réponse toute seule. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'émissions par unité de poids dans le fromage que dans le lait? Parce que... Oui, donc très simplement, ça veut dire que pour faire 1 kilo de fromage, il faut plus de 1 kilo de lait. Voilà. Donc pour être plus précis, pour faire 1 kilo de camembert, il faut 2 kilos de lait, mais pour faire 1 kilo de comté, il en faut 10. Voilà. Donc c'est pour ça que les fromages à pâte dure, par unité de poids, sont plus émissifs que les fromages à pâte molle. Oui. Ah, bonne question. Pourquoi est-ce que les fruits et légumes de saison ne sont pas très différents des fruits et légumes importés?
Comment arrivent les tomates du Maroc? Non, pas en bateau, pas en avion, beaucoup trop cher, en camion. Donc le camion part du Maroc, passe le détroit de Gibraltar en montant dans un ferry et il continue sa route de l'autre côté à travers l'Espagne et la France. Les émissions du fret de marchandises dans un camion, c'est 15 grammes par tonne kilomètre. Donc vous faites un rapide calcul. En fait, les émissions du transport liées à 1 kilo de tomates qui vient du Maroc, c'est pas très élevé. Et en tout cas, c'est beaucoup plus faible que les émissions de production de la tomate en France si vous la faites sous serre chauffée. Pour faire 1 kilo de tomates nantaises sous serre chauffée, donc toutes les tomates que vous avez achetées jusqu'en avril ou mai, hein, donc à partir des gelées jusqu'à avril ou mai, tout ce que vous achetez en tomates françaises, c'est de la serre chauffée. À partir de juin, vous commencez à avoir du tunnel, c'est-à-dire une serre qui n'est pas chauffée, et pour avoir de la vraie tomate qui a mûri normalement, il faut attendre juillet. Hein. Donc toutes les tomates que vous achetez, encore une fois, entre les premières gelées et avril-mai, c'est des françaises, hein, c'est des tomates qui ont poussé sous serre chauffée et enrichies en CO2, soit dit en passant. Pour faire 1 kg de tomates sous serre chauffée, il faut utiliser 1 kg de gaz. Donc ça c'est très simple, 1 pour 1. Donc vous voyez ma serre locale, pas de saison, enfin ma tomate locale, mais pas de saison, là pour le coup, elle est beaucoup plus émissive que ma tomate qui vient de loin, hors saison, à condition qu'elle ait voyagé en bateau ou en avion et que là où elle a été produite, elle ne vienne pas d'une serre chauffée. C'est pour ça qu'il faut compter. C'est bien à ça que sert la comptabilité carbone. C'est à comprendre ce qui se passe. Oui. Dans le titre, il y a quelques kilos de carbone pour la production un peu de méthode, c'est-à-dire qu'il y a aussi des transports ou il y a vraiment que la production non, les transports sont marginaux là-dedans. Sauf pour les trucs qui sont importés là. Mais sinon, c'est marginal. Donc, il vaut beaucoup mieux une banane qui arrive en France par bateau que qu'est-ce que je veux dire, une tomate qui vient de la serre du coin si elle est chauffée. Si c'est pas de saison, ça sert à rien. Donc il faut acheter local et de saison. En général, c'est ça qu'on vous dit. Mais vous savez, c'est très simple. La tomate est un fruit. Un fruit, en général, les végétaux fructifient rarement l'hiver. Voilà. Donc, pour savoir si un truc est de saison, il faut en revenir à ce qui s'appelle le bon sens. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le truc le mieux partagé, mais voilà. Une aubergine ou une courgette, c'est également un fruit, en partie de la plante, donc vous n'aurez pas ça au mois de février. La salade est une feuille. Donc ça, une feuille, vous en avez, ou le chou est une feuille. Donc ça, vous en avez quelques-unes qui résistent en hiver. Par exemple, la scarole résiste raisonnablement bien. Voilà, le chou résiste très bien à la gelée. Le poireau aussi. Voilà, donc, voilà, il faut juste se renseigner et puis vous savez quelles sont les parties de la plante qui sont en accord avec les racines. Normalement, ça vous pouvez en extraire en hiver, ça reste dans le sol. Enfin voilà, donc c'est aussi bête que ça. Pardon, il y avait une question là-bas d'abord. C'est une question d'allocation. Dans un système bovin, vous avez des vaches, des veaux, du lait. Donc vous savez ce qui rentre dans l'ensemble du système, c'est ce qui les nourrit. Vous savez le méthane émis par l'ensemble du système. Et après la question, c'est qu'est-ce que j'alloue et à quoi? Alors si vous avez une vache adulte et que vous la gardez en vie pour produire soit du lait, soit du veau, au lieu de la zigouiller tout de suite et de la manger tout de suite, vous allez imputer simplement à son métabolisme annuel la totalité de ce qu'elle produit. D'accord? Donc, tout le lait produit par une vache dans l'année, vous allez imputer ça à son métabolisme annuel. Si la vache, vous la maintenez en vie simplement pour qu'elle fasse un veau, à ce moment, vous allez mettre une partie des émissions de la vache dans le veau, puisque la vache, vous n'avez aucun intérêt à la garder en vie pour autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire, vous pouvez tout de suite la zigouiller et la manger. Donc, si la seule raison de la garder en vie, c'est de faire un veau, vous allez mettre une partie des émissions dans le veau. Alors, si le veau, derrière, vous en faites une vache, évidemment, le truc, vous avez un capital de départ qui va s'imputer sur l'ensemble de la durée de vie. Mais si vous le mangez comme veau, et là, je parle bien des races à viande, hein, donc des veaux qui viennent de vaches allaitantes, donc on les garde simplement pour qu'elles fassent des veaux, à ce moment, vous avez des émissions extrêmement élevées. Parce que la règle d'imputation a été construite comme ça. Vous pourriez très bien avoir une autre règle d'imputation, exactement comme j'ai évoqué pour les biocarburants, là tout ça est une affaire de règles. Hein. Vous pourriez dire, je regarde l'ensemble des émissions du système bovin,
et j'impute de manière massique au lait et à la viande. Et à ce moment, si vous imputez de manière massique, comme le veau il pèse le quart du poids de la vache adulte, eh ben, vous lui imputeriez pardon. Si vous imputiez de manière massique, par kilo de poids, le veau et la vache seraient sur un pied d'égalité. Il y a plein de manières de faire. Hein. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de constater qu'en ordre de grandeur, c'est quand même des émissions qui sont beaucoup plus élevées que les émissions d'un certain nombre d'autres sources de protéines, à commencer par les petits animaux. Hein. Donc en gros, manger des poulets et des lapins plutôt que de manger de la viande rouge, par unité de poids, ça fait quand même beaucoup moins. Oui, après il va falloir que j'avance. Oui. Le porc ne rumine pas, c'est un de ses avantages. Donc le porc, il n'a pas ça. Et par ailleurs, le porc, il grossit beaucoup plus vite que le bœuf. Et donc, vous arrivez beaucoup plus vite. Il a un taux de transformation de matière végétale en matière animale qui est beaucoup plus efficace. D'une manière générale, plus l'animal est petit, et plus son taux de transformation est efficace. C'est pareil pour la volaille. Nous voici donc avec des facteurs d'émission, dont vous avez compris qu'un certain nombre d'entre eux sont très très près des flux élémentaires, et un certain nombre d'autres facteurs d'émission sont déjà le résultat de calculs un peu sophistiqués. Maintenant qu'on est capable de calculer des flux unitaires d'émission, à ce moment se pose la question de savoir comment on les regroupe pour les donner à des gens comme vous pour que vous en fassiez quelque chose. Donc comme dans toute comptabilité, on va avoir des postes de regroupement. Par exemple, dans une comptabilité, vous avez un poste de regroupement qui s'appelle salaire, dans lequel vous mettez tout ce que vous avez payé aux gens qui travaillent dans l'entreprise. D'accord ? Et donc vous mettez ça dans un seul tiroir de la commode, vous ne les mettez pas ailleurs, et vous mettez tous les salaires dans le tiroir de la commode. Okay ? Eh bien, en ce qui concerne les inventaires d'émissions pour les entreprises, c'est pareil, vous avez un certain nombre de postes de regroupement. Donc maintenant, ça fait l'objet d'une norme ISO, donc c'est un truc qui est normalisé dans le monde. Un premier poste de regroupement pour votre entreprise concerne les émissions directes. Donc ici, par exemple, ça serait les émissions de la chaudière. Vous avez les émissions directes des sources fixes et les émissions directes des sources mobiles. Après, vous avez un deuxième... Pardon, et dans les émissions directes, excusez-moi, j'ai un autre truc que j'ai oublié, c'est les émissions à la fois énergétiques et de procédés. Ensuite, vous avez un deuxième poste que vous allez regarder, qui sont les émissions indirectes dues à l'utilisation de l'énergie. Donc, c'est essentiellement les émissions des centrales électriques pour l'électricité que vous achetez. Ensuite, un troisième poste va concerner les déplacements des personnes, dans lequel vous avez deux sous-ensembles en général, qui sont les déplacements pour venir au travail et les déplacements dans le cadre du travail. Un quatrième poste concerne le fret des marchandises. Un cinquième, et la fabrication de ceux qui rentrent, ça c'est un sixième. Vous avez un poste qui concerne la gestion des déchets qui sortent, un autre poste qui concerne les transports à l'aval et l'utilisation des produits, et enfin, voilà, et l'utilisation des produits. Vous avez également un dernier poste qui correspond à la fin de vie des produits que vous vendez. Par exemple, si vous vendez des journaux, eh bien la fin de vie des produits vendus, ça peut correspondre à quelque chose de significatif, parce qu'à l'époque où les journaux partaient en décharge et méthanisaient en décharge, parce qu'ils fermentaient, eh bien le premier poste du bilan carbone d'un fabricant de journal, ça pouvait être la méthanisation des journaux jetés et qui méthanisaient en décharge. Rebelote à l'amont, évidemment, ce qui rentre dans votre entreprise, c'est le résultat du calcul que vous avez fait à l'étage au-dessus. Alors, ces postes de regroupement, pourquoi est-ce qu'ils ont été conçus comme ça? C'est tout simplement parce que dans une entreprise, vous avez pour chacun de ces processus quelqu'un qui le pilote, ou qui au moins l'observe. Vous avez dans chaque entreprise quelqu'un qui s'occupe des approvisionnements en énergie. Vous avez toujours quelqu'un qui s'occupe de la logistique, c'est pas nécessairement le même qui s'occupe de la logistique pour ce qui rentre et celle pour qui sort. Vous avez toujours quelqu'un qui conçoit des produits et donc qui va piloter la façon dont on s'en sert. Vous avez quelqu'un qui s'occupe des achats et vous avez des concepteurs de produits qui réfléchissent à ce qu'on va mettre dedans. Vous avez des gens qui s'occupent des voyages professionnels. Vous avez des gens qui s'occupent des implantations et donc des déplacements domicile-travail. Donc chacun de ces processus, vous êtes capable de trouver quelqu'un dans l'entreprise à qui vous allez pouvoir demander de vous occuper de faire différemment
si vous avez décidé, vous le patron, que ça va se passer de façon différente. Hein. Donc, il y a plein de manières de faire différemment, évidemment. On va faire un tout petit peu de brainstorming ensemble sur la question. Dans le cadre d'une collectivité, c'est pareil, il y a des postes de regroupement, donc je vais passer rapidement. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un qui va pouvoir dire quelque chose sur la façon dont ça se passe et éventuellement essayer d'influer sur la façon dont ça se passe. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la première comptabilité qui avait été mise en place au niveau des États, c'était la comptabilité des émissions directes. Maintenant, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est la comptabilité empreinte carbone, c'est-à-dire que c'est les émissions qui sont la contrepartie de tout ce que vous allez utiliser. Donc, on prend tout ce que vous allez utiliser, tout ce dont vous allez bénéficier de manière marchande ou non marchande. Par exemple, en ce moment, vous êtes en train de bénéficier d'un service de manière non marchande. L'État paye généreusement les enseignants-chercheurs de l'école des mines pour que vous puissiez venir en cours gratuitement. D'accord ? Donc je vous rappelle que c'est le contribuable qui paye votre scolarité. Si, c'est essentiellement le contribuable. Vous avez des frais, mais tout petit dans l'ensemble des frais. Donc c'est le contribuable qui paye votre scolarité. Pardon ? La moitié, c'est les recherches des mines, les chercheurs des mines. La moitié, c'est-à-dire ? La moitié, c'est vrai. La moitié de votre scolarité. Ah, c'est les entreprises qui payent des contrats de recherche aux chercheurs. Sauf que les contrats de recherche aux chercheurs payent essentiellement les chercheurs. Ça ne paye pas vos frais de scolarité à vous. Donc c'est essentiellement... voilà, donc ici, vous êtes typiquement dans un contexte dans lequel, dans une vision empreinte carbone, c'est pas parce que vous ne payez pas que je ne vais pas compter les émissions qui sont la contrepartie des cours que vous recevez. D'accord ? Donc dans cette vision empreinte carbone, on regarde les émissions qui sont la contrepartie de la fabrication et de la mise à disposition de tout ce dont vous bénéficiez. Alors en France, de quoi est-ce qu'on bénéficie? On bénéficie tous ou presque d'un logement. Ce logement, on continue à en construire. Chaque année, on construit quelques centaines de milliers de logements. Ce qui veut dire que rapporté aux Français, si j'étale les émissions de construction de tous les logements en France sur tous les Français, eh bien, chaque Français émet chaque année quelques centaines de kilos de CO2 au titre de la construction de logements. Hein? Alors, quelques centaines de kilos de CO2, pour ne rien vous cacher, c'est les émissions qui correspondent à 1 à 2 mètres carrés de construction béton. Donc, vous faites 1 à 2 mètres carrés dans un immeuble d'appartement en construction béton standard, c'est 400 kilos de CO2 qui ont été émis. Hein, c'est les cimenteries, les aciéries, etc. Après, nous vivons presque tous, sauf les SDF, dans un endroit qui bénéficie d'un confort énergétique, à la fois pour le chauffage et pour les autres usages. Donc ici, vous avez les émissions qui sont la contrepartie du chauffage des logements, et très marginalement de la climatisation. Là, vous avez les autres usages, qui sont essentiellement des usages électriques. Donc c'est la machine à laver, l'aspirateur, le frigo, l'ascenseur pour ceux qui en ont un, l'éclairage, etc. En France, comme l'électricité est très décarbonée, ça c'est beaucoup plus petit que le chauffage, dont je rappelle qu'en France, il est beaucoup plus fait avec du gaz et du fioul qu'avec de l'électricité. Hein. Vous avez 4 fois plus d'énergie consommée en gaz et en fioul en France qu'en électricité pour le chauffage. Hein. Mais si j'étais en Pologne, eh bien ce morceau-là deviendrait aussi haut que la barre de chauffage, peut-être même un peu plus haut. Ensuite, nous mangeons. Et la mise à disposition des aliments que nous consommons occasionne quasiment un quart de l'empreinte carbone d'un Français. Et là-dedans, vous voyez que la partie viande, et si je rajoute les laitages, ça fait encore un bon morceau au-dessus. Donc le cheptel bovin représente plus de la moitié de l'empreinte carbone alimentaire d'un Français. Ensuite, nous achetons. Donc nous achetons des vêtements, des lunettes, des chaussures, des canapés, des tables, des stylos, des cahiers, des agendas. Non, ça je ne l'ai pas acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici? Ma ceinture, enfin, etc. Bien évidemment de l'électronique, qui aujourd'hui est un poste significatif que vous voyez là. Bref, tout ce que vous trouvez dans un supermarché, et les jouets pour Noël et la balayette à toilette, tout ça, il a fallu le fabriquer. Et donc, la contrepartie de nos achats, c'est également quasiment un quart de l'empreinte carbone d'un Français. Là-dedans, plus de la moitié, c'est des importations. Donc, plus de la moitié, c'est des émissions qui n'ont pas lieu sur le sol français et qui ont eu lieu dans tous les pays où ont été fabriqués les produits que nous achetons.
Ensuite, nous nous déplaçons. Alors, nous nous déplaçons en voiture, ça fait ce morceau-là, et autrement qu'en voiture, et l'essentiel ici, c'est de l'avion. Ici, il s'agit uniquement des déplacements personnels. Les déplacements professionnels, ils sont inclus dans l'empreinte carbone des produits qu'on achète. Dit autrement, quand j'ai un chercheur qui se déplace en avion, eh bien, les émissions du déplacement en avion du chercheur, je vais les retrouver dans l'empreinte carbone des services publics dont vous bénéficiez. D'accord? C'est comme ça que le calcul est fait. C'est pas complètement neutre, soit dit en passant. Il y a l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui vient de publier un petit calcul montrant qu'un professeur, donc celui qui est tout en haut de l'échelle académique à l'EPFL, c'est 6 tonnes de CO2 par an pour ses déplacements en avion, déplacements professionnels. Donc 6 tonnes, c'est 60% de l'empreinte carbone d'un Français qui est à 10 tonnes, comme vous pouvez lire sur ce transparent. Juste pour ses déplacements professionnels en avion. Déjà un postdoc, c'est 1 tonne par an, pas complètement négligeable. Professeur, c'est 6. Voilà, donc aller causer dans les colloques en avion est une activité qui, dans un monde à 2 degrés, pas complètement sûr que ça soit maintenu. En tout cas, pas au niveau actuel. Et enfin, nous bénéficions tous de services. Alors ici, vous avez les services publics. Les services publics qui émettent... Oui, j'ai vu la question. Les services publics qui émettent le plus, c'est la santé. Parce que faire fonctionner l'hôpital, c'est un gros poste d'émission. L'hôpital, il faut le fabriquer, ça c'est pas gros. Il faut le doter en instruments et en médicaments. Je vous rappelle que les spécialités pharmaceutiques les plus chères qui sont fabriquées par les labos pharmaceutiques vont à l'hôpital. C'est les anticancéreux, les anti... je sais pas quoi, enfin tous les trucs qui vous coûtent extrêmement cher. Et puis il faut fabriquer le plateau technique. Donc le plateau technique, c'est les scanners, les IRM, les appareils à rayons, tout ce qui permet de faire les analyses biologiques, etc. Et puis il faut chauffer, et puis il faut que les infirmières, les médecins, les patients viennent, et les pompiers, etc. Et en fait, quand vous regardez l'empreinte carbone du dispositif de l'hôpital, c'est quelques pourcents de l'empreinte carbone du pays, 4-5. Vous bénéficiez également d'un système scolaire, il faut chauffer les bâtiments. Vous bénéficiez également d'une armée, c'est ça le 3e gros poste des services publics. L'armée américaine, à elle toute seule, je crois que je vous l'avais déjà dit, consomme le tiers du pétrole de la France. Donc, petit poste de consommation. Il y a à la Navy, je l'ai rencontré, donc je sais qu'il existe, un général 2 étoiles, dont le job plein temps, c'est d'enquiquiner les fournisseurs de bateaux et d'avions pour qu'ils fassent les trucs les plus économes possibles. D'accord ? Tellement c'est important la consommation d'énergie. Donc en France, on a une plus petite armée. Et donc évidemment, le poste est proportionnellement moins élevé. Et ici, vous avez les services privés. Donc les opérateurs de téléphone, les banques, le coiffeur, le cinéma, etc. Oui ? Aujourd'hui, il est très très faible. Aujourd'hui, il est très très faible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en nombre de kilowattheures, c'est beaucoup plus faible. Et la deuxième raison, c'est que là, pour le coup, ça n'est que de l'électricité. Alors que, je répète, le chauffage et eau chaude sanitaire en France, vous avez à peu près 100 TWh d'électricité, mais vous avez 400 TWh de pétrole et de gaz. Donc l'essentiel de la barre chauffage, c'est pas électricité, c'est gaz et pétrole. Oui. Ah, je vous présente l'empreinte carbone d'un Français, absolument, et pas d'un habitant du Zimbabwe ou de Mongolie intérieure. Oui. C'est valable pour la France. La question m'a été posée sur, est-ce que sur ce graphique? Donc, sur ce graphique, la climatisation est marginale. Si vous allez à Singapour, ai-je entendu dire, alors je ne sais pas si c'est 70%, mais à mon avis c'est un gros paquet quand même, 70% de l'électricité est utilisée pour la clim. Et c'est de l'électricité au pétrole. Voilà. Donc, je précise, c'est la France, évidemment. Alors maintenant, on va faire un peu joujou. Voilà, alors je suis désolé, j'ai toujours pas changé le graphique, donc là pour le coup c'est du carbone, parce que ça date de mes jeunes années. Ici, vous avez l'empreinte, enfin exactement le bilan carbone d'un distributeur d'eau. Donc en l'occurrence c'était une agence de Veolia située dans le nord de la France. Alors les 3 postes que vous avez ici qui sont un peu significatifs, c'est l'eau qui circule dans un réseau, c'est de la mise sous pression pour que ça circule, donc il faut de l'électricité.
Et la production de cette électricité engendre des émissions de gaz à effet de serre, même en France, parce qu'il faut beaucoup de pompes pour faire fonctionner tout ce machin. Le deuxième poste, ça les a beaucoup surpris, c'est le renouvellement permanent du réseau. C'est-à-dire les fournisseurs qui fabriquent des compteurs, des regards, des tuyaux, etc. Voilà, ça c'était le deuxième poste. Et le troisième poste, significatif, c'était le génie civil pour remplacer les tuyaux. Parce que quand vous remplacez un tuyau, en général, vous faites un trou. Le trou est fait par un tractopelle, donc qui consomme du diesel, donc c'est un poste qui est pas complètement négligeable. Et vous voyez que les déplacements de personnel, c'est pas complètement négligeable, mais ça vient loin derrière, et que l'acheminement des marchandises vient encore plus loin derrière. Donc ces gens-là n'ont pas vraiment un problème de voiture et pas vraiment un problème de camion. Ils ont un problème de tractopelle, de pompe et d'industrie qui les fournit. Vous êtes à la tête de cette entité, et moi, le grand patron de Veolia, je vous dis, j'ai bien entendu Jean Covici, on va diviser les émissions de Veolia par 3. Donc, chers messieurs, chères madames, vous avez très exactement 20 ans pour me gagner 60% dans les émissions de ce bastringue. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, la boîte à idées est ouverte. Alors vous remplacez moins souvent les tuyaux, mais à ce moment, vous avez des fuites et ils n'aiment pas ça. Mais évidemment, vous avez raison. Il y a quand même un sujet qui est, est-ce qu'on est obligé de remplacer les tuyaux à la même fréquence? Je vous signale qu'en France, il y a eu pour partie, alors pas tellement à ce niveau-là, mais vous avez eu une grande mode du remplacement des tuyaux en plomb par du PVC, qui n'était pas vraiment indispensable pour des raisons sanitaires, mais qui a occasionné plein de travaux. Donc oui, il y a un sujet quand même qui est de se poser cette question-là, oui. Oui. On attend que l'électricité se décarbone et avec un peu de chance, ça fera faire Oui, mais ça, c'est pas votre action à vous. Donc en attendant que l'électricité se décarbone, qu'est-ce que vous faites? Peut-être on fait en sorte que les pompes aient un meilleur rendement. Ouais, alors il y a quelque chose qui s'en approche. Et, pardon. On peut faire des tuyaux en bois, effectivement. Oui, c'est un sujet possible, absolument. C'est-à-dire qu'on peut demander aux fournisseurs de tuyaux de faire des tuyaux dans les matériaux les moins émissifs possibles. On peut lui demander notamment de faire des tuyaux en plastique recyclé. Parce que vous avez la possibilité éventuellement d'utiliser du plastique recyclé pour ça. On peut, et alors il y a un lien entre les deux, c'est qu'on peut diminuer le taux de fuite. Parce que si le taux de fuite est élevé, du coup vous utilisez de l'électricité pour mettre de l'eau en pression et tout ce que ça fait c'est d'alimenter les fuites. Hein? Donc effectivement, ça c'est proche de l'efficacité des pompes. Oui? Je construis des tuyaux en surface plutôt qu'en sous-sol. Alors ça c'est quelque chose qui se rapproche de je baisse les émissions du génie civil. Et alors baisser les émissions du génie civil, un truc qui peut se faire, c'est de grouper les travaux. Vous avez par exemple des tranchées dans lesquelles on ouvre plusieurs fois, un coup pour remplacer le tuyau, puis un coup pour remplacer le réseau électrique, puis un coup pour faire passer la fibre optique, puis un coup pour je sais pas quoi. Effectivement, on peut se contenter d'ouvrir une seule fois. Hein? Alors voilà, je ne vais pas vous faire chercher pendant 2 heures, c'est juste pour vous montrer que quand on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans un cas pratique, eh bien, les grandes idées sympathiques qu'on avait sur, bah oui, on divise par 3, donc il n'y a qu'à faucon, quoi, divisons par 3, eh bien, quand on a le bilan carbone d'une entité sous le nez, c'est là que la vraie vie commence. C'est là que la vraie vie commence, parce que c'est là qu'on comprend où sont les arbitrages qu'on peut et ne pas faire, et quelles sont les contreparties à chaque fois qu'on en fait un. Parce que si ça se trouve, les nouveaux matériaux coûtent plus cher. Si ça se trouve, faire bosser des ouvriers plutôt que des tractopelles, ça va vous coûter plus cher, etc. etc. D'accord? Donc, ce sont les arbitrages. Alors maintenant, voici votre fournisseur préféré, c'est-à-dire un opérateur de télécom. Alors ici, à nouveau, vous avez le panorama des émissions, et alors vous voyez que ce n'est pas du tout au même endroit que ça se passe. Le premier poste d'un opérateur de télécom situé en France, le premier poste, c'est les investissements récurrents qu'il fait dans son réseau. Et il a besoin d'en faire des investissements récurrents dans son réseau parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le flux de données
augmente de quelques dizaines de pourcents par an. 80% du flux de données sur le réseau d'Orange, pour ne pas le nommer, c'est de la vidéo. Donc l'essentiel de votre empreinte carbone numérique, c'est du trafic vidéo. Donc votre plus grosse contribution à la pollution numérique, c'est si vous êtes abonné à Netflix ou si vous envoyez des vidéos à tire-larigot de ceci et cela. D'accord ? Netflix, YouTube, tout ça, c'est... voilà. Donc si vous regardez une vidéo, regardez-la avec la plus basse définition possible. C'est quelque chose qui très souvent ne gêne pas considérablement le confort et ça fait beaucoup moins de données. Donc il faut qu'il maintienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire de maintenir son réseau à niveau? Ça veut dire qu'il doit passer commande en permanence à des gens qui font des câbles, des gens qui font des routeurs, des gens qui font etc. Des supports d'antennes, des antennes, etc. Tout ça est très matériel. Après, il a un deuxième poste qui est que votre opérateur préféré n'arrête pas de vous expliquer qu'au bout de 2 ans, vous allez pouvoir changer de smartphone à no cost, etc. Donc il faut fabriquer des smartphones. Hein. Et donc, les smartphones en question, ça rentre aussi dans son bilan carbone, puisque un opérateur télécom sans téléphone, chez les abonnés, ça marche moyen, quoi. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de fabriquer et de renouveler les terminaux. Ce que vous voyez, c'est que la consommation électrique de vos téléphones est un non-sujet absolu. Donc, en gros, en France, c'est quand vous achetez le téléphone que carboniquement, vous avez perdu. Une fois que vous avez acheté le téléphone, le fait que vous en serviez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, enfin, à durée de vie donnée. Hein. Et le fait qu'il consomme de l'électricité ou pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et vous avez également l'électricité du réseau qui compte un peu. Alors voilà, vous êtes embauché chez Orange. Qu'est-ce que vous faites? Très bonne réponse. Vous essayez de convaincre votre patron de ne pas passer à la 5G. C'est probablement, et de très loin, le premier des déterminants que vous avez pour éviter que ça monte et que ça commence à baisser. Après. Mutualiser les travaux, là, c'est marginal. C'est la fabrication des composants du réseau qui... Oui ? Exactement. C'est-à-dire que au lieu de proposer des contrats dans lesquels on renouvelle le matériel en permanence, vous essayez de proposer des contrats dans lesquels on ne renouvelle pas le matériel en permanence. Et éventuellement, si on renouvelle quelque chose, on essaye de le faire avec des appareils modulaires. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des trucs dans lesquels vous pouvez retirer un morceau et le remplacer. Moi, par exemple, là, dans mon smartphone, j'ai demandé, je pose toujours des questions abominables aux gens qui me regardent avec des yeux ronds. Donc le seul truc, je leur ai dit, je veux un machin pas cher et où on puisse remplacer la batterie. Donc j'ai un machin pas cher où on peut remplacer la batterie. Et comme la batterie est un des premiers trucs qui lâche en général sur les téléphones, tous les téléphones où on ne peut pas remplacer la batterie, ben dès que la batterie lâche, il faut changer le téléphone. Or, Orange ne gagne pas sa vie en faisant le chiffre d'affaires d'Apple. Il gagne sa vie en vous faisant... voilà. Donc s'il vous propose un téléphone dans lequel vous avez besoin de renouveler moins souvent, à la limite, eux, ça peut presque les arranger, parce qu'ils peuvent vous faire bénéficier de l'économie d'achat de téléphone, en proposant un truc un peu moins cher, que vous partagez entre le client et eux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La fabrication de la batterie par rapport à la fabrication du téléphone, c'est négligeable? L'essentiel, alors la moitié des émissions de fabrication du téléphone, c'est l'écran. Et ensuite, il y a encore un bon paquet, c'est l'électronique. La batterie, c'est pas dominant dans le total. Attendez, il y avait une question là-bas, enfin une suggestion. Hein? Pas facile, hein? Hein? C'est pas facile. Il n'y a qu'à Faucon. Pas facile. Il n'y avait pas une autre main qui s'est élevée, je ne sais plus où. Non, là, on ne va pas donner la parole toujours au même. Oui, d'une manière générale, effectivement. Alors, c'est quoi l'inconvénient d'avoir des téléphones qui soient récupérables, recyclables, réutilisables? Pardon? Non, pas du tout. Il y a un inconvénient. Si? Oui? Non? Non, non. Alors, le chiffre d'affaires de ceux qui produisent, mais vous êtes Orange, vous en foutez. Donc, moi, je suis Orange, le chiffre d'affaires d'Apple, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous complètement du chiffre d'affaires d'Apple. Oui? J'ai pas entendu.
alors, je ne pensais pas exactement à ça, mais oui. La logistique liée au événement? Non. En fait, l'inconvénient principal, si vous avez des objets qui durent plus longtemps, c'est que l'innovation technique pénètre moins vite. C'est juste ça. Donc en gros, ça suppose que vous teniez un discours sur la nouveauté qui devient totalement différent, et donc ça vous disrupte totalement votre discours marketing. Donc en gros, toute l'équipe com et marketing est à changer, enfin ou plus exactement, tout leur discours est à changer. Voilà, alors maintenant c'est une société qui fait du bâtiment et des travaux publics. Leur premier poste, c'est la fabrication de l'acier et du ciment. Alors là, c'est hors utilisation des bâtiments derrière et des infrastructures. Ici, vous avez la consommation des engins de chantier. Les postes d'enrobés, c'est pour fabriquer ce qui va sur les routes, là. Et vous voyez la logistique. Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous faites? Oui. C'est une option. Vous pouvez effectivement augmenter la construction bois. Où est la limite? Exactement. Donc vous avez un calcul du pouce que vous faites sur la productivité des forêts françaises et vous regardez jusqu'où vous pouvez monter en volume d'approvisionnement et donc combien de logements ça vous permet de faire. Et alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça ne permet pas de faire 300 000 logements par an. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire éternellement 300 000 logements par an. Mais ça veut juste dire que remplacer tous les logements qu'on fait aujourd'hui en acier, béton par des logements en bois, 1 pour 1 à 300 000 logements par an, malheureusement, ça ne passe pas. Mais vous avez la bonne réponse sur la manière de comprendre où est la limite. Oui? On fait des structures plus légères? Oui, absolument. On peut mettre moins de ciment par mètre cube de béton. J'ai demandé à une entreprise de construction aujourd'hui que vous fassiez le béton pour le premier étage ou pour le quatrième, on met la même quantité de ciment par mètre cube de béton. Or, vraisemblablement que les efforts de structure ne sont pas les mêmes au rez-de-chaussée qu'au quatrième. Donc on peut probablement moduler ça de façon un peu astucieuse. Oui? Il y a une suggestion là-bas? Alors vous achetez votre acier aux Islandais, sauf que l'acier primaire étant fait en réduisant du minerai de fer avec du coke, ça, même si c'est les Islandais qui s'en chargent, ça émet toujours autant. Mais vous avez effectivement une partie de la réponse, c'est que vous pouvez recycler plus l'acier, et donc quand vous déconstruisez un bâtiment, vous récupérez les ferrailles que vous avez, etc. Donc ça effectivement, on peut faire ce genre de choses. Autre suggestion? Oui, absolument, sauf que vous allez avoir ça va vous coûter beaucoup plus cher, mais effectivement, c'est une option. La dernière option, et en fait que sont en train de faire une partie des entreprises du secteur, c'est que vous basculez de la construction vers l'usage. C'est-à-dire que plutôt que de construire des bâtiments et des autoroutes, eh bien, vous vous emparez, entre guillemets, des bâtiments et des autoroutes existantes, et vous gérez l'usage, qui est évidemment moins émissif que la construction dans un certain nombre de cas de figure. Pas dans tous. En ce qui concerne les autoroutes, il faut quand même faire avancer les voitures dessus. Voilà, maintenant une banque. Alors une banque, c'est hors engagement, c'est-à-dire hors émission des clients. Là, vous avez les émissions de fonctionnement des bâtiments. Ici, vous avez les déplacements. Et ici, vous avez les achats de services. Et enfin, là, vous avez la fabrication de l'IT. Alors toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque année en ce moment en France, pour gagner 1 euro de produit net bancaire, donc 1 euro de chiffre d'affaires en gros, une banque doit faire circuler 30% de données en plus. Tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous pouvez changer la chaudière, absolument, et isoler. J'ai envie de dire ça c'est la partie la plus simple. Oui? Oui, tout ça, c'est le confort thermique des bâtiments. Ok, on peut faire des choses. Pire que si vous aviez des agences. Parce que le numérique, par euro de valeur ajoutée, c'est bien pire que d'avoir des gens dans des agences. Et par ailleurs, vous faites quoi des gens qui étaient dans les agences? Alors, cette question va se poser souvent. C'est-à-dire que si la seule solution, c'est de contracter l'activité, qu'est-ce qu'on fait des gens qui y travaillent? Et c'est du reste une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'attaquer à ce problème. Pardon, alors il y avait là... Oui? Oui, absolument. Dans le favoriser le télétravail à temps partiel peut avoir un avantage à 2 conditions. La première, c'est que ce soit essentiellement du télétravail à domicile,
parce qu'à ce moment, vous n'avez pas besoin de construire de surface supplémentaire, le domicile l'hiver reste un peu chauffé, même s'il est moins chauffé dans la journée que le soir, et donc vous avez une valorisation du chauffage que vous faites de toute façon. La deuxième condition, c'est que vous n'en profitiez pas quand vous êtes chez vous pour prendre la voiture, pour aller changer d'air, alors que vous l'auriez prise pour aller au travail. Et comme on est des animaux et qu'on aime bien sortir de la grotte, il y a beaucoup de gens qui font ça. La troisième condition, c'est que l'espace que vous n'occupez plus au bureau soit affecté à quelqu'un d'autre, dit autrement qu'il n'y ait que des bureaux non affectés là où vous travaillez et qu'il y en ait moins que l'effectif total. Sinon, si votre bureau est vide mais chauffé quand même, vous n'avez rien gagné. Voilà. Donc, sous certaines conditions, c'est quelque chose qui peut marcher. Oui, il y avait une suggestion là-bas, je ne sais plus. Non? Bon. Oui. Oui, alors à l'époque alors aujourd'hui ça n'a malheureusement plus de sens, mais à l'époque où l'énergie était rare et chère, effectivement, les grandes activités productives avaient tendance à loger les gens qui leur étaient nécessaires juste à côté. C'est comme ça qu'on a fait les corons miniers, que vous avez les cités ouvrières d'un certain nombre d'usines, etc. Oui, oui, c'était une façon en gros, de baisser la quantité d'énergie utilisée par les gens. Bon, allez, dernière suggestion, allez-y. On ne va pas réduire le nombre de bureaux individuels pour empêcher les chauffages. Alors, réduire le nombre de bureaux individuels dans un immeuble, ça ne change pas grand-chose par rapport à avoir un open space si chacun a sa place qui est non affectée, enfin qui est non utilisée s'il n'est pas là. En fait, ce qui compte, c'est les mètres carrés de surface au sol que vous allez utiliser ou pas. Voilà. Bon, ça c'était juste pour rire, pour dire que même l'Alliance française ou son équivalent possède aussi un inventaire d'émissions. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, je vais avancer un peu parce que l'heure tourne. Je vais aller... non, je ne vais même pas vous dire ça parce que je vais aller directement à ça. Quand on se donne un objectif de réduction des émissions, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important pour l'atmosphère, c'est les objectifs en valeur absolue. Ce que demande, entre guillemets, le système climatique pour limiter le réchauffement à l'avenir, c'est la limitation des émissions globales de l'humanité. D'accord ? Ce n'est pas la limitation des émissions par personne ou par voiture, en fait, c'est la limitation globale. Ce qui veut dire que quand vous êtes une entreprise, la bonne question qui se pose, c'est est-ce que je vais chercher à limiter mes émissions par cafetière vendue ou est-ce que je vais chercher à limiter les émissions de l'ensemble de l'entreprise? Et alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, la réponse qui est faite par à peu près toutes les entreprises que je connais jusqu'à récemment, maintenant ça commence un peu à changer, mais jusqu'à récemment c'était je limite les émissions par cafetière vendue. Ah oui, mais comment évolue le nombre de cafetières que vous allez vendre? Ah bah ça, j'espère que ça augmente. Et quand vous faites les intérêts composés, évidemment, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas du tout dans les ordres de grandeur qui sont nécessaires pour arriver à sa contribution, sa part à l'effort dans un monde qui doit se décarboner globalement. Vous voyez qu'en ce qui concerne l'économie dans son ensemble, depuis qu'on tient les statistiques qui sont là, les émissions par objet fabriqué ou par service rendu n'arrêtent pas de baisser, alors que les émissions globales n'arrêtent pas d'augmenter. Donc si on veut faire baisser les émissions globales, ça veut dire que l'objectif est sur les émissions globales. Donc si vous êtes une entreprise sérieuse et que vous dites « je veux sérieusement contribuer à la décarbonation », vous n'allez pas prendre un objectif relatif tout en disant « mon chiffre d'affaires va continuer à croître et mes résultats aussi parce que c'est ce que mes actionnaires demandent ». Vous allez prendre un objectif de réduction globale et, exactement comme ça a été dit tout à l'heure sur la 5G, quelque part, si c'est vraiment ça votre objectif, c'est quoi qu'il en coûte. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels les entreprises ne le feront jamais spontanément parce que ça conduit à contracter leur activité. Et donc là, je viens de vous dire quelque chose d'absolument évident, qui est que si ce n'est pas la puissance publique qui se charge de mettre l'objectif et de dire « vous allez le respecter quoi qu'il en coûte », il y a beaucoup d'entreprises qui ne le feront pas. Alors vous allez me dire « ah, mais à ce moment, un certain nombre d'entreprises vont péricliter ». Et je vais vous dire « oui, absolument, c'est tout à fait exact, donc choisissez les bonnes ». Mais il y a d'autres objectifs collectifs pour lesquels c'est déjà le cas. Et il y en a deux en particulier, enfin il y en a un plus exactement, qui est que si une entreprise aujourd'hui n'est pas capable de payer ses charges et ses impôts,
donc par exemple sa TVA ou ses charges sociales, l'entreprise fait faillite. Donc aujourd'hui, on considère qu'au nom de la solidarité qu'on doit avec le reste du pays, soit fiscale, soit sociale, c'est-à-dire que mon entreprise paye des charges pour qu'on assure gratuitement des soins à des gens malades ou la retraite à des gens qui ne travaillent plus, d'accord, ou la contribution au cours à l'école des mines, ça c'est la TVA, eh bien, à travers ces contributions, mon entreprise contribue à la solidarité nationale. Je trouve ça très bien, hein, je discute absolument pas. Et si on ne devient plus capable dans mon entreprise de payer ces charges-là, on passe à la barre du tribunal de commerce et on dépose le bilan. Donc il y a déjà un cas de figure dans lequel on considère que ce n'est pas anormal qu'une entreprise aille au tapis parce qu'elle n'est pas raccord avec des objectifs nationaux. Et donc c'est absolument évident que si on donne des objectifs en valeur absolue aux entreprises sur leurs émissions, il y en a qui iront au tapis. Voilà, c'est absolument évident. Mais choisis ton camp, camarade. Donc ou bien on considère que les canicules à 50 degrés dans 30 ans on n'en veut pas, et à ce moment on fait ce qu'on doit faire, ou bien on considère que les entreprises doivent pouvoir entreprendre aujourd'hui sans qu'on les emmerde, et à ce moment, on finira par avoir les canicules à 50 degrés. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bon, ça, je passe parce que j'ai plus le temps. Alors, tout ce que je vous ai raconté pendant ces cours, dans une entreprise, comment est-ce que ça peut se présenter maintenant si je fais un tableau un peu large? Comme vous avez pu le comprendre, les chaînes de valeur des entreprises dépendent de l'approvisionnement énergétique, puisque l'énergie, c'est la transformation, et la transformation, c'est tout le système économique. Mais cette énergie est essentiellement fossile, et de temps en temps, elle a un petit chaos sur le volume dont on peut disposer. Alors quand il y a un petit chaos ou un gros chaos sur le volume dont on peut disposer, la première chose qui se passe à court terme, c'est que vous allez avoir un choc de prix, et ça va se répercuter dans les achats d'une entreprise. Donc un premier truc qui va se passer quand vous avez un choc pétrolier, c'est que vous avez un peu d'inflation qui arrive dans les charges d'une entreprise. Mais il y a un deuxième effet qui peut être beaucoup plus important dans certaines entreprises, c'est que à peu près tout ce qui s'achète sur un marché est asservi au prix du pétrole. Dit autrement, quand vous regardez le prix des céréales dans le monde, le prix de la poudre de lait dans le monde, le prix du nickel dans le monde, le prix de l'or dans le monde, le prix de n'importe quoi qui s'achète, eh bien, ces prix-là, pour des raisons d'allocation d'actifs sur les marchés financiers, sont asservis au prix du pétrole. On l'a constaté une année en travaillant chez Danone, parce qu'il y avait une forte hausse du prix du lait alors qu'il y avait une forte hausse du prix du pétrole, et ce n'était pas du tout un effet inflationniste. Ce n'était pas du tout parce que les tracteurs coûtaient plus cher pour avancer. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, vous avez un deuxième effet qui se coule qui vous arrive à ce moment-là, c'est que tout ce qu'achète l'entreprise augmente également dès lors qu'il s'agit de matières premières, et donc ça, c'est un deuxième impact sur les charges. Mais surtout, la contraction de l'approvisionnement énergétique en volume va vous engendrer une rétrécion, ça c'est ce que je vous ai montré au premier cours, et ça va vous impacter vos ventes. Donc si vous avez une tension sur l'énergie, vous avez déjà le problème qui arrive de deux côtés à la fois sur les charges et sur le chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les effets du changement climatique qui sont déjà à l'œuvre. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a un certain nombre de chantiers qui vont devoir fermer parce qu'il fait trop chaud pour laisser les ouvriers dehors, et c'est normal. Et à ce moment, vous avez un impact sur l'activité. Donc les marchands d'eau glacée et de glace se frottent les mains. Par contre, il y a tout un tas d'autres gens qui ne se frottent pas du tout les mains. La SNCF va accumuler les retards, parce que dès qu'il y a un train pas climatisé quelque part, il y a un malaise il va y avoir un voyageur qui va faire un malaise, etc. Donc vous avez tout un tas de gens qui vont voilà. Vous avez dans un autre effet, un truc un peu rigolo, comme les débits d'étiage des fleuves, sont en train de baisser, c'est une personne de chez Vinci qui m'a raconté ça l'autre jour. Vous avez un certain nombre de ponts anciens, vous savez, les ponts en pierre que vous avez au-dessus des fleuves. Les piles de ponts, je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé sur quoi ça reposait. Alors, pas des pieux, mais des platiers, c'est-à-dire des troncs qui sont posés à plat et qui servent d'embase pour qu'on puisse poser dessus une colonne en pierre qui a une embase beaucoup plus petite, qui sinon s'enfoncerait dans le lit de la rivière. Et ces troncs, ils sont sous le niveau d'étiage, c'est-à-dire qu'ils sont immergés en permanence. Au moment où on construit le pont, on fait en sorte qu'il soit recouvert d'eau en permanence pour pas qu'il pourrisse, parce que le bois, quand il est immergé en permanence, il pourrit pas. Et avec le réchauffement climatique, vous avez des rivières dont le débit d'étiage commence à devenir tellement bas que les troncs en question se découvrent périodiquement.
donc ils se mettent à pourrir, et le pont, fladabaoum. Voilà, donc vous avez un pont qui s'est déjà cassé la gueule comme ça en France. Bon. Ça, c'est un effet du réchauffement climatique. Si vous êtes l'entreprise située juste à côté et que vous avez votre entrepôt juste derrière le pont, eh bien, vous allez faire un peu la gueule parce que vous allez avoir des problèmes pour livrer vos clients. Voilà. Donc ces effets du changement climatique, ils vont croissant. Si vous avez l'usine Arkema à Houston, vous faites un peu la gueule quand Harvey passe, etc., etc. Donc ce genre de truc, ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter et ça va avoir des effets sur l'entreprise. Après, vous pouvez avoir un certain nombre de parties prenantes de l'entreprise qui demandent qu'on s'y prenne autrement. Donc vous pouvez avoir les clients qui disent « moi je veux qu'on fasse autrement ». Donc par exemple, les clients en Suède disent « je veux moins prendre l'avion » et à ce moment, si vous faites des avions, vous vendez moins. Vous pouvez avoir la puissance publique qui dit « je voudrais qu'on s'y prenne autrement ». Et à ce moment, vous faites des normes, des taxes, des quotas, etc. Alors je prends un exemple volontairement caricatural mais intéressant. Anne Hidalgo dit « demain matin, il n'y a plus un véhicule à propulsion thermique qui rentre dans Paris ». Et à ce moment, si vous vendez des véhicules à propulsion thermique aux Franciliens, bah, vous êtes un peu mal. Ensuite, vous pouvez avoir les gens du monde financier qui disent « nous, on va commencer à regarder sérieusement ce qui se passe », du reste, ils sont en train de le faire en ce moment. Dites-moi ce que vous faites, et si ce que vous faites a une tête qui ne me plaît pas, je vais arrêter de vous prêter de l'argent. Alors ça, pour le moment, c'est un risque faible, il y a trop d'argent en circulation. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de cette nature qui est en train de prendre place. Ensuite, il peut y avoir un sujet RH, c'est-à-dire que vous avez ou pas des gens qui sont formés à comprendre d'où vient le problème et à s'en occuper. Si ces gens-là sont présents dans l'entreprise, quand l'entreprise a un problème, on peut éventuellement faire une attribution correcte des causes. Si ces gens-là ne sont pas dans l'entreprise, au moment où le problème arrive, l'attribution des causes n'est pas faite et donc on ne le traite pas et donc il empire. Et enfin, vous avez dans cette histoire des ONG dont le métier c'est de secouer le cocotier dans tous les sens, quoi qu'il en tombe. Voilà, donc voilà un tout petit résumé de ce que vous avez dans l'entreprise et le carbone et ce que vous allez trouver dans votre vie future. Alors, dans votre vie future, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? Un certain nombre d'entre vous se diront, une fois que j'ai entendu tout ça, si j'ai envie de m'occuper un peu du problème, le plus évident, ça sera aller de m'occuper de l'efficacité énergétique, donc je vais faire des cafetières plus efficaces. Voilà. Donc là-dedans, vous allez vous occuper en gros de ce qui fait plaisir à tout le monde. On va avoir autant de tout, sauf que ça sera mieux fabriqué, mieux pensé, etc. Il y a des gens qui vont également s'occuper du contenu carbone de l'énergie, donc c'est des gens qui vont faire des renouvelables, du nucléaire ou éventuellement de la capture et séquestration. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui se disent « Ah, tiens, je vais quand même m'occuper d'aller regarder ce qui se passe dans les indicateurs qu'on utilise, ou quelque chose, à mon avis, beaucoup plus intéressant, comment est-ce qu'on gère au mieux le système si cet indicateur se met à faire la gueule ?» Parce que si cet indicateur, pour des raisons d'approvisionnement amont, se met à faire la gueule de toute façon, la question, c'est quoi la meilleure organisation qu'on ait dans ce contexte. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas un économiste en France qui se pose la question de c'est quoi la moins mauvaise manière de s'organiser si le PIB se contracte de manière structurelle. Or, ça aurait beaucoup de valeur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien sur le marché qui vous dit si ça doit se contracter de façon structurelle, c'est quoi la meilleure manière de s'organiser, hein. Et il ne faut pas oublier ces gens-là, donc tous les gens qui s'occupent de limiter la croissance démographique sont aussi des gens qui font œuvre utile sur une planète qui reste désespérément limitée à 13 000 km de diamètre. Après, vous avez évidemment tous les gens qui s'occupent de mesurer. Alors ces gens-là ne sont pas dans l'action, donc mon entreprise, quand elle mesure, elle n'est pas dans l'action. Par contre, elle est dans la préparation de l'action, parce que si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre 1, 10, 100 et 1000, la probabilité pour que de vous-même vous allouiez les moyens là où ils sont efficaces est à peu près nulle. Hein, et j'ai 1 milliard d'exemples en tête. Voilà, alors après il y a une autre catégorie, malheureusement assez développée, qui consiste à dire le problème est déjà traité. D'accord ? Je m'appelle Volkswagen, je vends toujours autant de voitures à pétrole, je vends quelques chars électriques en Allemagne et en Pologne, et je dis regardez, je m'occupe du problème. J'ai entendu ça pas plus tard qu'hier soir, donc je peux vous en parler. Autre exemple, un chef d'entreprise qui avant vendait des disjoncteurs, maintenant vend surtout des équipements de data center et pour le numérique, sachant que le numérique, son empreinte carbone augmente de 10% par an, il n'y a rien de moins durable sur la planète, et il dit oui, mais on fait de l'efficacité, donc le problème est traité. Non. Voilà, donc ça c'est quelque chose également qui est un vrai débouché pour un certain nombre de gens qui consiste à dire bon, tout ça va bien, il n'y a aucun problème. Ça, dans les services com, alors vous ça va peu vous concerner, mais ça vous en avez également pléthore dans les services com. D'accord, un service com est payé pour dire que le problème là est sous contrôle. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Et enfin, il reste également des gens qui vont aller travailler pour limiter la déforestation. Donc c'est aussi le planning familial.
mais gérer correctement les forêts. Hein, donc gérer correctement les forêts avec des essences qui vont résister au changement climatique, etc., c'est quelque chose qui est utile. Vous avez également les gens qui vont s'occuper des régimes alimentaires. C'est également quelque chose qui est utile. Et enfin, vous avez quelque chose que je ne rajoute pas dans ce graphique, qui est tous les gens qui vont s'occuper des impacts du changement climatique pour essayer de développer ce qu'on appelle l'adaptation, puisque, comme je vous l'expliquais encore, une partie des coûts sont partis et qu'il va bien falloir faire avec. Voilà, dans tout ça, il va falloir, et je pense que c'est peut-être une des parties les plus utiles de cours, ce que je vais vous dire maintenant, vous aurez toujours, partout et tout le temps, puisque c'est les euros qui restent l'indicateur majeur de ce qu'on utilise dans le monde de l'entreprise ou le monde de la fonction publique, une action ira toujours en face de quelqu'un qui accepte de payer pour. Hein, donc il y aura toujours besoin, pour déclencher l'action, de convaincre les gens qui ont les mains sur le cordon de la bourse. Toujours. Vous aurez toujours besoin de savoir expliquer ce que vous avez en tête, et expliquer simplement quelque chose à des gens qui, par ailleurs, ne savent pas ce que vous savez, c'est compliqué. Parce que vous, si vous avez bien écouté, vous savez maintenant considérablement plus de choses que la population française, considérablement plus de choses que l'élu français, considérablement plus de choses que le fonctionnaire français. D'accord ? Et vous aurez toujours le problème d'essayer d'expliquer en peu de temps et peu de mots à des gens qui, au plus, seront bourrés d'idées reçues parce qu'ils auront confondu la vérité avec ce qu'il y a dans le journal, d'où on part, quel est le problème et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous assure que ça sera souvent une vraie difficulté. Un problème sans la solution n'intéresse absolument personne. Donc à chaque fois que moi je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'est-ce que je peux faire, etc. En fait, quand vous allez essayer d'agir, pour ceux d'entre vous qui essaieront d'agir, il faut toujours identifier le problème et essayer de commencer à construire la solution en même temps. Je peux vous dire que dans le monde politique, un problème sans solution, vous n'avez que porte close, ça n'intéresse absolument personne. Je vais vous expliquer le problème. S'en fout complètement, tant que vous n'avez pas un bout de solution derrière. Et si vous avez une solution qui ne correspond à aucun problème, vous avez beaucoup plus facilement la porte ouverte. Hein, et en général, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, il faut absolument que vous ayez la solution avec le problème. Et en entreprise, c'est pareil. Si vous allez enquiquiner votre patron en disant « on devrait faire un truc », si vous n'avez pas la queue d'une sur la façon de vous attaquer au problème que vous avez identifié, vous aurez beaucoup de mal à vous faire entendre. Y a quelque chose également qui est important, c'est que quand on s'attaque à un problème nouveau, on doit chasser quelque chose de préexistant, donc on est dans la négociation. Et lutter, s'occuper de ce problème, ça n'est qu'une négociation permanente. Qu'une négociation permanente. Bien évidemment, il faut savoir comprendre ce qui se passe et donc observer. Il faut comprendre les ressorts de la psychologie des gens que vous avez en face de vous. Donc si vous ne savez pas leur faire l'article, vous irez nulle part. Et enfin, dernier point vraiment, n'ayez jamais, jamais peur de poser une question. Jamais. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de conneries qu'on peut faire en entreprise parce que quelqu'un dans une réunion s'est dit « je serais ridicule si je posais la question là sur un truc que je n'ai pas compris » et derrière, ça part dans le décor. Voilà. Donc vraiment, je vous assure, le ridicule ne tue pas. Et en plus, vous êtes des gens intelligents, donc ces questions que vous allez poser, normalement, ne sont pas complètement stupides. N'ayez jamais peur de poser une question. Il ne faut pas être agressif, mais n'ayez jamais peur de poser une question. Voilà. Et donc, moi, je ne vous reverrai plus. Bon examen et bonne suite.